toujours eu de l'admiration pour les grands chefs. J'avais leurs posters, si tu veux. Et de là, si tu veux, j'ai décollé. Grande demain en octobre. Et tout de suite après, j'ai eu ma première étoile. 2 ans après, j'ai eu ma deuxième étoile. Après, j'ai ouvert à Manille, j'ai ouvert à Hong Kong. Le même concept. Derrière chaque cuisinier, il y a un cœur qui bat. Moi, j'ai autant d'émotions à manger un plat parfait par un cuisinier dans un bistrot que le même plat que tu manges dans un 3 étoiles. Mon inspiration, elle vient de partout. Elle est partout autour de nous, en fait. Aujourd'hui, il faut avoir de l'audace. Et dans la vie, on te donne à rien. Il faut aller le chercher. C'est la persévérance paye. Ça paye un jour. Voilà, tout est devant nous, en fait. Il faut juste y aller. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Salut Akram. Salut. Nous sommes à distance. Alors je suis ravi de te recevoir car tu es non seulement un chef étoilé puisque tu as eu 2 étoiles, mais en plus tu es un chef d'entreprise, un artiste, un businessman et comme nous allons le voir, tu as une vie assez trépidante. Alors, tu as un métier que je connais bien, Akram, parce que j'ai été l'heureux propriétaire d'un restaurant pendant 8 ans, une brasserie. Alors, j'ai un peu, je t'avoue, franchement, j'ai un peu honte de me comparer à toi, parce que c'est comme si j'ai un flocon et je discute avec un champion de ski, tu vois, si j'ai le flocon. Voilà. Bon, tu me diras, entre le flocon et la deuxième étoile, il n'y a pas beaucoup, hein, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est une période de ma vie que j'ai appréciée, bien que ce soit un métier difficile, ingrat, socialement assez prenant et physiquement fatigant aussi, c'est vrai, parce qu'on a des horaires un peu décalés. On va largement y revenir, mais est-ce que je peux te demander, Akram, de te présenter ? Oui, absolument. Donc, je m'appelle Akram Benallal, chef cuisinier passionné. J'ai 38 ans, je vais sur mes 39. J'ai, des rêves plein la tête, plein les yeux. Je me remplis chaque jour de très belles rencontres aussi qui font que je veux dire me faire avancer dans ma maturité. Et puis voilà, et puis surtout ce qui est superbe, c'est que je travaille beaucoup avec mon équipe qui est tout le temps avec moi à mes côtés. En fait, j'ai même plus de rapport d'équipe, c'est des rapports de famille. Pour moi, c'est hyper important. Je pense qu'on va en parler, donc c'est génial. Parle-moi de toi un peu. Donc, comment c'est venu cet amour de la cuisine ? T'es né où et comment ça a débuté ? Si tu veux, cet amour de la cuisine, finalement, je crois que je l'ai toujours eu depuis petit. Ma mère, j'ai toujours été dans les jupons de ma mère quand on habitait en Algérie. Bon, alors moi, Mhm. j'ai un parcours un peu atypique parce que en fait, je suis né en France et j'ai vécu en Algérie. J'ai vécu, entre autres à Oran, c'est là où j'ai grandi, c'est là où on va dire, mon histoire a commencé, le début de mon histoire. Pourquoi? Parce que mon père, quand j'avais 11 ans, a abandonné ma mère avec 3 enfants, du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Et pour le coup, on s'est retrouvés, bon ben, face à nous-mêmes, face à la vie, à la vraie vie, qui est devenue, c'est-à-dire tu te prends un choc, tu te dis, bah là, finalement, t'es livré à toi-même. Donc, j'ai dû bien évidemment arrêter l'école, commencer à travailler, et surtout, comme le texte de Kipling, tu vois, d'être un homme, tu vois, Mhm. c'était, c'était superbe. Et tu vois, malgré tout, tout ce qui s'est passé, si tu veux, sur ce moment-là, j'avais beaucoup de rage, comment dire, j'en voulais beaucoup à mon père, mais au final, aujourd'hui, j'en veux pas parce que il a fait l'homme que je suis. Mais ça, on va y venir parce que je pense que ça vient toujours d'un moment dans ta vie quand tu es jeune, il y a un truc qui t'a poussé à aller te battre, si tu veux. Et moi, peut-être que la cuisine, j'allais pas en faire mon métier quand j'avais 11 ans. Je le suis devenu parce que j'ai trouvé que dans le métier de cuisinier, il y avait les mêmes combats que dans la vie. C'est-à-dire, Mhm. c'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais moi je le verrais différemment. C'est-à-dire qu'on est des marchands de bonheur. Faire plaisir aux gens, c'est un symbole qui est très fort. Nourrir les gens
est un symbole C'est magnifique. une mission, ouais. C'est une mission. Il est vrai que bon, ben, t'as pas de vie privée, ou du moins très peu. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscience de ces choses-là. Par exemple, moi, j'incite beaucoup tous les cuisiniers qui collaborent à mes côtés aujourd'hui, c'est d'avoir une vie sociale. C'est de pouvoir, ok, il y a la cuisine, mais il y a les amis, il y a la famille. Donc c'est important qu'il y ait un équilibre. Il y a une certaine, ce qu'on appelle une harmonie. Moi, pendant très longtemps, j'étais acharné de travail. Je faisais des horaires sans compter parce que j'aimais tellement ça. J'étais habité par ce que je faisais. Et d'année en année, je m'étais aperçu qu'en fait, j'avais pas d'amis. Parce que j'avais, ok, des clients qui venaient au restaurant, mais à chaque fois quand on m'invitait, je pouvais pas, ou je n'y allais pas parce que j'avais trop de travail. Et maintenant, enfin même plus tard, hein, je veux dire, quand j'ai eu mes deux enfants et que maintenant ils ont un âge, si tu veux, euh, voilà, 10 et 12. Donc je fais des activités avec eux. Ils me forcent à faire des choses que je ne faisais pas avant. Et là, tu vois, tu découvres la vie différemment. Et je te dirais même beaucoup plus inspirante, si tu veux. Tu deviens beaucoup plus créatif, beaucoup plus posé, beaucoup plus mature, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment des choses. Voilà, on apprend de la vie, on apprend sur soi-même aussi, parce que quand on est Mais, humain, mais en c'est plus, ça. mais en plus, enfin moi je me souviens quand j'avais le resto, au début les copains viennent te voir et puis pour te faire plaisir, mais comme Oui. t'as pas le temps, tu restes pas avec eux, puis ils Ah, viennent une fois, deux fois, puis après et ils puis, t'as viennent vu, plus c'est parce que tu stressant. travailles quoi. Bah ouais, c'est Ah oui, c'est stressant. stressant. Bah ouais, ouais, et c'est exactement C'est ça. stressant parce que tu veux bien faire. Ouais, alors je crois qu'aussi les enfants, quand on a des enfants aussi, après il y a une gestion des priorités, c'est-à-dire que quand tu es célibataire ou jeune couple, tu as ta femme au début, mais ton travail qui est ton principal but. Et quand tu as des enfants après, c'est décalé. C'est les enfants avant tout. Donc forcément, il faut que tu passes du temps avec eux. Et malheureusement, ou heureusement peut-être, la restauration, c'est vrai que ça peut ne pas être compatible. Et dans ton cas, c'est bien de se dire, bon, il faut que je passe du temps avec mes enfants, c'est agréable, quoi. Donc, Ah oui, mais c'est je, hyper je- important. Ouais. je reviens sur ton enfance. Tu dis à un moment, grâce à mon père, je suis devenu l'homme que je suis devenu. Finalement, ouais, c'est un peu un mal pour un bien, quoi. Absolument. Mais de toute façon, c'est Hmm. ce que, enfin, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Nelson Mandela. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. On est en Eh oui. total apprentissage toute sa vie, finalement. Et tu sais, toute cette, je dirais pas à rage, mais je lui en voulais vraiment beaucoup. Mais imagine, il serait resté avec nous, on aurait grandi avec lui. Enfin, je sais pas, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas fait tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et puis ça m'a donné un caractère fort, mais ça ne veut pas dire dans le mauvais sens, c'est-à-dire à pouvoir assumer les responsabilités, à pouvoir gérer des problèmes, à pouvoir absorber des problèmes, et puis bien évidemment d'essayer au maximum de trouver des solutions. Et donc, moi j'adore, ça m'amuse, j'adore ça parce que je me dis, j'ai pas choisi le métier certes le plus facile. Donc maintenant, bah, quand il y a des problèmes, il faut savoir s'adapter, il faut savoir se réorganiser, et c'est hyper stimulant, et c'est ce que aussi je transmets. Parce que derrière, ce qui est génial, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, quand tu leur parles de ta vie, tu es en quelque sorte une certaine forme d'inspiration et de transmission. Et pour moi, ça, c'est important. Alors, il y a la transmission de la cuisine, mais derrière la cuisine, il y a un homme, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une source d'inspiration extraordinaire quand t'es inspiré. Des fois, quand tu as des moments de doute, tu t'es inspiré par une personne qui est passée par les mêmes phases que toi et qui est arrivé au point là où est-ce qu'il voulait aller, mais parce qu'il n'a rien lâché, parce que il a pas baissé les bras, il y a toujours cru, il a toujours mis de la motivation, il a toujours mis de la bonne énergie. Et au final, ça paye, ça paye. Tu l'as revu, ton père? Alors mon père, alors je vais te dire. Enfin, si tu veux en parler, attention, Ouais, hein. non, non, bah, je vais Ouais. en parler. Je vais en parler justement. Alors mon père, en fait, je l'ai vu il y a 7 ans, il est venu me voir. Je lui ai jamais posé la question de lui dire pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu n'es jamais revenu, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, il est venu, on s'est vu pendant un mois, on s'est vu. C'est comme si je faisais connaissance avec un inconnu. Et par la suite, si tu veux, mais je suis toujours resté, c'est-à-dire quelqu'un d'hyper, voilà, normal, comme si de rien ne s'était passé. 2 mois après, donc qu'on s'est vu, il a disparu. Et pendant le confinement, donc le confinement, ça s'est passé le 15 mars, et j'ai appris
la fin mars par un ami qui connaissait un, un cousin à moi qui habite à Marseille justement, qui a appelé ma mère et qui lui a dit, écoute, figure-toi que ton ex-mari est mort au mois de janvier. Donc j'ai appris sa mort, si tu veux, comme ça, 2 mois et demi après. Mmh. Je t'avoue que ça m'a fait quelque chose parce que Forcément. ce que j'aurais souhaité, tu vois, pas d'avoir de réponse de sa part sur mes questions, mais de lui pardonner, de lui dire, c'est peut-être la chose que je regrette le plus, c'est de pas lui avoir dit, je te pardonne. Mmh. Il est mort dans un hôpital, il s'est fait enterrer en Algérie. Je savais même pas où est-ce qu'il était enterré, donc j'ai fait des investigations pour essayer de trouver où il était enterré, pour qu'on sache, pour qu'on fasse notre deuil à nous aussi, malgré qu'il n'a pas été présent, parce que bon, c'était comme si c'était un inconnu, mais il a fait partie de notre vie quand même. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il était là. Donc, euh, donc tout ça me fait penser, tu vois, que à ce moment-là, j'aurais dû tout de suite. C'est pas un regret où je m'en veux, tu vois, mais je me dis que après coup, j'aurais peut-être dû lui dire ce jour-là, bah écoute, tu sais quoi, t'inquiète pas, et je vais te dire, tu sais, de parler d'homme à homme et de lui dire, bah écoute, je te pardonne, je veux rien savoir, mais je voulais juste te dire que je te pardonne, voilà. Et je vais le faire parce que quand je vais aller sur sa tombe, c'est la première chose que je lui dirai. On repart en Algérie. Tu m'as dit tout à l'heure, tu bossais, mais tu bossais en cuisine ou déjà, ou tu avais quel âge quand tu bossais? Mmh. En fait, j'ai arrêté l'école, j'avais 11 ans, et ce que je Mmh. faisais pour aider ma mère, si tu veux, financièrement, parce qu'on n'avait plus rien, je faisais les marchés, je travaillais dans le marché Michelet à Oran pour, voilà, pour les étals de légumes, d'herbes, voilà, pour me faire un peu de sous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait tellement un choc, j'étais leader de la famille. Tout de suite, en Mmh. fait, j'ai pris cette responsabilité et j'en étais fier. Donc j'ai voulu tout de suite montrer à ma mère que voilà, j'étais un homme et que je pouvais assumer la famille. Je sais pas, il y a eu un déclic chez moi qui était tout simplement incroyable. Du petit garçon, j'ai tout de suite été un homme. Donc j'ai Un voulu, chef. voilà, un chef, tu vois, assumer tout, Mmh. et puis j'ai grandi comme ça finalement. Et ô combien, tu sais, ça m'a pris deux choses. Déjà, de prendre des responsabilités et le mot solidarité. Pourquoi? Parce que derrière, tout ce que j'essaye de faire dans ma vie, c'est pas de le faire pour moi, c'est de le faire aussi pour tout le monde. C'est-à-dire de travailler collectif. Voilà. C'est-à-dire que moi, je prends la défaite, il n'y a pas de problème. Tu prends conscience de tes responsabilités. Derrière, tu as une équipe et tu les fais monter tous en haut. Et moi, je suis toujours comme ça, c'est-à-dire de pousser les gens vers le haut. Et pour moi, c'est hyper important, tu vois. Pas tout en étant genre le dictateur ou quoi que ce soit, pas du tout, loin de là. C'est surtout pour leur donner une certaine forme de carte blanche, d'une aisance de travail qui fait qu'ils vont donner le meilleur, mais sans oublier que finalement, bah, il faut aller dans telle direction. On a un objectif, c'est d'aller là, donc on va tous y aller ensemble. Et pour moi, ça, c'est vraiment des valeurs humaines qui me sont hyper chères, quoi. Cet amour de la cuisine, tu l'as eu petit ou c'est venu plus tard? Tu as toujours eu envie d'être cuistot? Ah ouais, ouais, écoute, déjà par ma mère, parce que ma mère, elle cuisine, mais alors divinement bien. Mmh. Elle a un don, si tu veux, dans ses mains, c'est incroyable. Et, et tout petit, elle me racontait, je faisais déjà des mélanges avec de l'eau, du safran. Je regardais comment le safran se mélange. Tu sais, ces couleurs jaunes là, dans l'eau, c'est sublime. Donc je voyais le Mmh. safran se mélanger, tout ça, c'était incroyable. Et puis il y avait, d'ailleurs, je l'avais mis sur mon Instagram une story où je suis allé voir ma mère il y a 2 semaines. Et là, donc il y avait la cocotte minute, ce son, si tu veux, qui, quand tu rentres à la maison, tu sais, t'entends la cocotte minute en train de siffler. Ça Mmh. m'a ça m'a bercé toute mon enfance, si tu veux. Et voilà, sentir les odeurs, tu sais, de la Ah mais de la coriandre, du jasmin, de l'orange, enfin tous ces parfums, de la cannelle, du ras el hanout, tous ces parfums, si tu veux, qui étaient même dans la rue, bah, ça fait partie de moi, tu vois? Donc c'est et puis c'est beau parce que justement quand tu marches dehors, je sais pas si, tu vois, tu te promènes, des fois tu sens dans la rue, des gens qui cuisinent chez eux, et surtout quand je sortais là pendant le confinement, si tu veux, je me promenais et je sentais la cuisine, tout ça, ah, c'est bon, tu sais, c'est rassurant, tu vois? Un truc oui, oui, bien sûr, génial, quoi. Mmh. bien sûr.
Moi, quand je vais alors, je sais pas si ma mère cuisine bien, mais enfin, moi, je trouve qu'elle cuisine très bien. Ouais. Mais pour son fils, la cuisine de sa mère, c'est toujours la meilleure, de toute façon. Mais Oui, moi, quand je rentre chez mes parents, que j'ai franchi le seuil de la porte, je suis pas dans la cuisine. La cuisine est juste à droite en plus, mais je sens l'odeur, je devine le plat. Et d'un coup, surtout quand elle fait un plat que j'adore, il oui, te vient comment t'expliquer, un plaisir avant même de goûter. Tu sais ce que tu vas manger, tu sais que tu vas te régaler, quoi. Voilà. ouais, c'est Effectivement, ça. Ça c'est t'ouvre top. Ouais. l'appétit, quoi. C'est ça qui est super. Cette envie tout jeune, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous venez en France Alors, mon père nous a abandonnés en 93, enfin 94-95. On est venu en France. On est arrivé hmm. exactement à Amboise. Mes oncles qui habitaient là-bas. Et donc, et moi, si tu veux, vu que j'avais pas de livret scolaire, donc moi j'en avais pas. Et du coup, Hmm. quand je suis arrivé à Amboise, si tu veux, on m'a proposé d'aller enfin, au collège, mais Donc, je, 11 ans, tu savais quand même très correctement lire et écrire de toute façon. Donc, il n'y oui, avait pas de. Ouais, ouais. je savais parce que ma mère, ce qui était bien, c'est qu'elle nous faisait apprendre le français. Quand on Hmm. rentrait à la maison, on devait parler en français, et quand on Hmm. sortait dehors, on parlait en arabe. Du coup, on a ce double langage qui est superbe, donc c'est une vraie richesse. Et quand je suis arrivé en France, finalement, on savait parler français. Et mais par contre, j'avais pas de bulletin scolaire et c'était compliqué pour rentrer dans le collège. Et surtout que le collège, si tu veux, il m'acceptait, mais j'avais 2 classes de retard. Donc je dis non, je veux faire de la cuisine. Et là, il y avait le pré-apprentissage. Donc, tu pouvais être tout de suite au travail. Et je trouve que l'apprentissage, c'est pour moi l'une des meilleures écoles de la vie parce que tu es tout de suite mis au parfum. Tu vas acquérir tout de suite de l'expérience et tu sais tout jeune si vraiment tu décides de faire ce métier ou pas. Et, et, je- et, et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai failli arrêter le métier. Je le dis souvent. Euh, Quand j'ai démarré, donc j'ai démarré, j'ai trouvé un maître d'apprentissage superbe, monsieur Thierry Poidras, qui était mon chef. C'était restaurant de la Poste dans un petit village où il y a 300 habitants à Molineuf, entre Château-Renaud et Blois. Et Dans donc le là, Loir-et-Cher. dans le Loir-et-Cher, exactement. Et là, je me retrouve dans ce restaurant. On faisait que du frais, c'était superbe. Et puis surtout, il prenait le temps. Il était dans le dialogue, il était dans la transmission. Et j'ai toujours eu de l'admiration pour mon chef. Et, euh, et surtout, il m'a appris beaucoup de choses et il était hyper réceptif à ce que je faisais. Et 3 mois après que j'ai commencé, euh, un matin, je me lève et je décide de ne pas aller travailler. Et pourquoi je décide de ne pas aller travailler? Parce que j'étais angoissé de pouvoir retourner. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver en fait. Je n'y arriverai pas, je pourrai pas un jour être un chef. Il aurait pu très bien se dire, bon bah ce petit jeune, si tu veux, c'est un con, on va le laisser, il vient pas, il se présente pas au travail et tout. Et tu sais, comme quoi ta vie peut basculer du jour au lendemain. Il prend sa voiture, il fait 45 kilomètres. Il vient me chercher de chez moi à la maison. Il m'a rassuré et il m'a dit, t'inquiète pas, tu as du talent, Akram, il faut pas que tu abandonnes. Et je suis monté avec lui dans la voiture. On a fait la route et cette route, je le dis souvent, c'est que voilà, c'est la route de mon destin, celle où j'ai continué et heureusement, tu vois, heureusement. Combien de fois, moi, j'ai eu des apprentis ou des salariés qui sont plus venus, tu Ouais, vas pas les chercher. ouais, En fait, il n'est pas venu te chercher, il est venu te chercher parce que tu avais du talent et il savait le potentiel que tu avais. ouais. Et c'est ça. Et si, effectivement, comme tu dis, s'il avait dit, bon, tu sais, il veut plus venir, il est qu'à plus venir, tu serais peut-être rentré ailleurs ou. Pourquoi vous venez en France déjà? Alors Euh, on vient en France parce que si tu veux, c'est pour ma mère, c'était le pays qui pouvait nous donner un avenir, si tu veux. Parce que hmm. bon, Parce qu'Oran, c'est quand même une grande ville. La vie oui, était quand même agréable. Oran, c'est une belle ville, la vie est Hmm. agréable, mais elle voulait nous donner une chance de pouvoir réussir point de vue société, si tu veux. Donc Hmm. on est arrivé pour nous, pour avoir un avenir serein. Surtout que nous, si tu veux, là-bas, on a vécu le terrorisme de Ah 80, oui. de 87 jusqu'en Le 93. fils, ouais. Et bien sûr, donc tout ça, si tu veux, on a vécu ça. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était, ma mère, ce qu'elle voulait, c'était qu'on soit en sécurité
et qu'on puisse avoir un avenir dans le futur. Et là, quand on est arrivé, si tu veux, on, on était, euh, on était content d'être là et surtout on a pu s'intégrer, je dirais d'une manière normale, logique, parce que finalement ma mère nous a toujours éduqués dans ce sens-là et, euh, et ma mère pour travailler, si tu veux, on avait acheté une rôtissoire et on faisait tous les marchés dans l'Indre-et-Loire. Et donc je partais avec elle et on faisait des poulets rôtis et on vendait ça dans les marchés. Le week-end, quand je travaillais pas, j'allais l'aider et je faisais ça, tu vois. Enfin, tu vois, ma vie, elle est très riche d'histoire, tu vois. Je sais pas si c'était trop tôt, mais en tout cas, moi j'adore parce que aujourd'hui, quand je raconte ça, j'ai presque l'impression d'être, tu sais, une personne âgée qui a plein de trucs à te dire parce qu'il a Mmh. vécu 1000 vies dans une vie, tu vois, et ça, c'est formidable. Tu parles, tu as l'œil qui brille quand même, hein. Ouais, Tu as ouais, l'œil qui brille, quoi. Ouais, ouais, donc c'est ouais. vraiment comme si la période était quand même, alors tu vis plein de choses aujourd'hui. Quand tu as eu tes étoiles, tu vis plein de choses. Mais cette période-là, cette nostalgie, c'était presque, tu pourrais dire, c'était le bon temps. Alors que le temps, il est peut-être très bon aujourd'hui aussi. Oui, ah bah oui, mais complètement. Mais attends, Ouais, ouais, c'est toujours le bon c'était, temps, ouais. ouais, ouais, c'est toujours le bon temps parce que c'était superbe. Il y a pas de, je crois que tu lis le parcours d'un homme, s'il arrive quelque part, c'est qu'il y a forcément un destin derrière. Il y a un Mmh. chemin, il y a une histoire. Donc tu regardes l'histoire, forcément. Et moi, mon histoire, si tu veux, c'est pas une histoire plus incroyable que d'autres. Il y en a qui ont des combats de vie incroyables, que j'admire, tu vois, et qui ont des vies beaucoup meilleures que la mienne. Mais chacun a une histoire à raconter. Et je crois que quand on puise dans son histoire pour en faire une vraie richesse et un vrai combat de vie, on y Mmh. arrive. Tu vois, faut pas le prendre comme un échec, encore une fois. Il faut prendre son histoire de vie, quand on n'a pas une vie forcément comme on aurait souhaité l'avoir, bah, c'est de se dire, bah, tu sais quoi, ok, j'ai eu cette vie, bah, maintenant je vais me relever et j'y vais. La vie est un combat. Et, et l'humain, je crois que l'être humain a les capacités énormes dans chacun de nous de pouvoir réaliser son rêve et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et même si on a envie de se réinventer, même si on a envie de faire autre chose, c'est surtout de pas baisser les bras. Et je prône, et je le dis souvent, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires. Je t'imagine même pas. Et ces rencontres-là, c'est des rencontres que je rêvais de faire. Et avec le temps, je les ai rencontrés. Je sais pas, je crois que la vie bien faite, il y a un destin quelque part. Et c'est toujours le mot y croire, le mot de la bienveillance aussi, quand tu fais du bien autour de toi. Je crois que quand tu penses toujours Je suis positif d'accord, pour ouais. les autres, moi je prône ça, tu vois. Quand tu penses toujours positif, tu peux pousser quelqu'un, mais jamais, c'est-à-dire dans la négativité ou de la jalousie, mais toujours de dire bravo, c'est superbe, je suis content pour lui, c'est génial, et de voir les autres comme des humains qui ont tous, on a nos faiblesses, on a nos qualités, on a nos défauts, mais surtout ce qu'on a enfin, la chose la plus humaine, je crois qu'on a tous en nous de l'amour parce qu'on est né d'une mère. Tu vois, donc pour moi, l'amour existe. Après, c'est à nous d'aller le chercher et de faire en sorte qu'on soit tous relayés comme une chaîne de colonne vertébrale. Tu vois, voilà. C'est un peu le monde que je m'invente dans ma tête et que j'essaye au mieux dans mon environnement de le mettre en place. Voilà. Alors, quand tu racontes ton histoire, tu dis effectivement, la vie aurait peut-être changé si Thierry Poidras n'était pas venu me chercher. Tu oublies quelque chose qui est vachement important, que j'ai relevé moi quelque part, c'est que avant de rentrer chez Thierry, tu devais rentrer chez un routier. C'est ça? Oh oui, Et, c'est vrai. Alors cette et encore une histoire, fois, voilà, ouais, ah ouais, mais attends, cette vas-y. histoire, elle est quand même dingue, cette histoire, parce que, ouais, effectivement, on va sur la Nationale 10 et du coup, il y avait un restaurant routier, c'est à Hmm. Monet exactement. Et là, je me retrouve à aller me présenter chez ce restaurateur qui voulait m'embaucher. Je sors de là, je pétais la forme, je dis à ma mère, je monte dans la voiture, je dis à ma mère, putain, c'est super maman. Et en plus, j'y allais tout seul, hein. C'est-à-dire que ma mère me déposait devant, c'était moi qui allais me présenter. Et là, je dis, maman, c'est génial et tout, c'est bon, il me prend. Et là, elle regarde comme ça, elle penche la tête, elle regarde, elle me dit, tu sais quoi, mon fils, ce restaurant, c'est pas un restaurant gastronomique. Elle me dit parce qu'il a pas de nappe blanche, et il a pas de moquette. Tu vois, c'est très drôle.
le côté cliché, mais en fait, elle avait raison parce que tu vois, Eh ce oui, qu'elle estimait de bien pour forcément, ouais, moi, c'est pas faux, c'était ouais. de travailler dans un grand restaurant où j'allais apprendre le maximum. Parce que dans les routiers, on y mange très très bien aussi, tu vois, mais surtout d'être dans les restaurants étoilés, dans les restaurants qui pourraient m'apprendre, voilà, le savoir-faire, les produits, enfin, tu vois, le terroir, tout ça. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à travailler chez Monsieur Thierry Poidras. Et tu te rends compte que même si tu es un chef qui décide, qui a pris plein de décisions, on va le voir plus tard dans tes entreprises, etc. Tu as un moment la petite voix de ta mère qui te dit non mon fils, il faut pas que tu ailles là parce que c'est pas un restaurant gastronomique, les nappes blanches, etc. Si tu lui avais dit non non maman je vais y aller, ta vie aurait peut-être complètement changé. Ah mais Tu- complètement, mais Ouais, c'est même sûr, hein, et c'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire que tu vois quand tu as la magie de la vie, la magie de la ouais. vie quand elle t'emmène, mais tu sais, il faut avoir conscience de ça, parce que je crois que dans notre chemin, on a tous des moments comme ça, et plus tard, quand on prend de la maturité, en fait, on se rend pas compte, mais il faut se dire, tu te rends compte, j'étais là. Quand tu es conscient de ça, tu as encore plus cette satisfaction de ces moments passés dans ta vie. Oh, dis donc, tu te rends compte, heureusement, 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 parce que voilà, tu vois, tu mets tous les points, toutes les planètes s'alignent en fait, et là tu te dis, mais c'est génial. Voilà, donc c'est un peu, Après il faut savoir saisir aussi, hein. il faut, Il faut voilà. savoir Ah, saisir. mais Ouais, ça, on est bien ouais, d'accord, ouais. parce que tu vois, moi je le vois aujourd'hui, je donne la chance à quelqu'un, s'il la saisit pas, je peux pas faire mieux. Alors après, c'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, quand tu as une belle opportunité et quand tu y crois vraiment, il faut bah, tout donner pour aussi y arriver, quoi. Tu vois, c'est parce que moi, enfin, je travaille beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup travaillé, si tu veux, même plus que les autres, hein. Quand j'étais chez Thierry Poidras, je peux te dire, quand les apprentis, on était 3 apprentis, et les apprentis l'après-midi, par exemple, ils allaient jouer au foot. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je restais, je travaillais sur mes pâtes sucrées, mes pâtes feuilletées. Je voulais apprendre à tourer, si tu veux, comment tourer une pâte, comment faire des sablés, comment faire toute cette magie que je ne comprenais pas, de faire des pâtes, quoi, des pâtes sucrées, des pâtes salées. Je faisais des glaces, je faisais du chocolat. Donc, je restais. Après, quand c'était 17, 18 ans, ils sortaient en boîte de nuit. Moi, je sortais pas, je travaillais, tu vois. Donc, toute ma vie, si tu veux, la jeunesse, pour beaucoup de ce qu'ils ont eu, de sortir, d'être avec leurs copains et tout, finalement, moi, je l'ai pas vécu. Parce que je ne, c'est pas, c'est que je ne voulais pas. J'étais tellement focus sur ce que je voulais faire. Mais ça, j'ai toujours, c'était peut-être un gain de temps aussi, parce que je gagnais du temps. J'essayais d'apprendre au maximum pour avoir les connaissances requises pour plus tard être beaucoup plus performant, si tu veux. Tu vois? Tu voulais être chef dans un restaurant, chef d'une brigade, chef étoilé. C'était quoi ton but à l'époque? Bah, évidemment de cuisiner, de faire du bon, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu imaginais une seconde le parcours que tu as eu ou que tu aurais pu avoir, ou simplement c'était inaccessible, tu défonçais des murs pour pouvoir arriver à ce que tu es aujourd'hui? T'expliquer en gros, si tu veux, comment j'en suis arrivé à là et dans le chemin où je suis aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai toujours eu de l'admiration pour les grands chefs. J'avais Hmm. leurs posters, si tu veux, Ouais, de comme Pierre Gagnère, ouais. voilà, de Pierre Ouais. Gagnère, de Ducasse, de Michel Guérard. Et puis il y a eu des déclics dans ma vie, tu vois. Moi, je sais que tu vois, Alain, on est vraiment Alain Ducasse, Ducasse? on s'apprécie beaucoup. J'ai jamais travaillé pour lui, mais moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est son côté solide, fort mentalement pour pousser, tu vois, les choses toujours plus loin. Tu vois, c'est ça que j'adore en lui, tu vois. Après, moi, je me rappellerai toujours, je l'avais vu sur l'émission Capital, j'avais 16 ans ou 17 ans. Il prenait sa valise, il prenait le Concorde, il goûtait les plats dans le Concorde pour dire si ça allait ou pas. Il arrivait à New York, il allait à l'Essex House et il faisait son dîner. Il reprenait le Concorde, il arrivait à Paris, il allait au Plaza, il faisait le service du midi. Et moi, je le regardais avec des yeux comme ça qui brillaient. Je dis, mais C'est oh, ça que je veux faire, quoi. c'est ça que j'ai envie d'être parce qu'il montrait une image, si tu veux, d'un cuisinier, comment d'un cuisinier des Landes, d'où il vient et où il est. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu, tu vois. J'ai vu qu'en fait, tout était possible. Voilà, tout est devant nous en fait. Faut juste y aller. Et lui, il a toujours travaillé. Il n'a pas eu un parcours aussi facile.
Et puis après, il y a eu un autre déclic, c'était quand j'étais chez Pierre Gagnère. Et là, en fait, il y a eu une révélation où je voulais incarner un cuisinier, parce que si tu veux, ok, il y a le talent, mais derrière, après d'année en année, tu te cherches, tu essaies de trouver ta signature, ta propre identité culinaire. Et l'identité culinaire, c'est c'est très compliqué à l'avoir parce que surtout en ce moment, dans un monde qui va de plus en plus vite avec les effets des réseaux sociaux, Instagram et tout, si tu veux, enfin tout se sait, tout se voit. Et moi, j'ai toujours été sur un chemin qui me guide vers une cuisine qui est vraiment personnelle. Et plus j'avance dans le temps, plus elle devient de plus en plus personnelle, tu vois. Tu rentres dans un... Là, je suis presque en mode genre confort, je sais où je suis, tu vois. Je me dis, bah voilà, moi, Akram, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est ça. Mais ça, j'ai eu ce déclic pour en arriver là quand j'étais chez Pierre Gagnère. Et alors là, je suis arrivé rue Balzac. Déjà, je l'ai vu, il était habillé tout en blanc. Il avait à l'époque une queue de cheval, mais c'était un homme, c'est toujours un homme très beau, très élégant, très grand, et qui dégage quelque chose, tu vois. Et par contre, quand il cuisinait, il avait une espèce comment dire, de magie à le regarder travailler, l'énergie qu'il mettait pour faire un plat, ce côté créativité, tu voyais que tout se passait dans sa tête. Tu te dis, oh, c'est incroyable. Et surtout quand j'ai goûté la première claque, et ça l'est encore aujourd'hui, hein. La première claque culinaire que j'ai eue, c'était dans son restaurant. Il m'a mis dans un coin en cuisine et j'ai goûté sa poire confite qui était avec un caramel liquide et un coulis de chèvre. Tu vois, je te parle de ça dans les années 2000. J'ai pris les Mmh. trois goûts ensemble. Tu sais, il y avait un truc qui s'est passé, une émotion. Tu vois, j'ai presque eu la larme aux yeux. Tu vois, Une émulsion presque. ouais, voilà, et une émulsion, émotion, Mmh. et là, je me suis dit, mais comment il est arrivé à faire ça, quoi? C'est un truc que je connaissais pas finalement, tu vois? Je me suis dit un jour, j'aimerais donner et les mêmes émotions que ce que j'ai vu chez Monsieur Pierre Gagnère, tu vois? Mais quand tu es chez Thierry Poidras, donc tu fais ton apprentissage, tu restes quoi, 2 ans? 2-3 ans? Voilà, je reste 2 ans chez Monsieur Thierry Poidras. Parce qu'après, comment tu vas se connecter, Pierre Gagnère, après tu as bossé chez El Bulli, comment tu rentres dans ce milieu? Je pense qu'un Pierre Gagnère, tu as 200 jeunes qui veulent rentrer chez lui en apprentissage. Pourquoi toi? Alors moi, c'était pas en apprentissage, c'était après l'apprentissage. Ouais. J'avais fait mon apprentissage chez Thierry Poidras et ensuite je suis allé travailler. J'ai fait une mention complémentaire. Donc c'est comme un apprentissage, mais c'est une année de plus pour apprendre à faire de la pâtisserie. Et là j'ai travaillé Mmh. dans mon premier restaurant Mmh. étoilé Michelin, qui était à Tours, à Saint-Avertin, exactement à La Roche-le-Roi, chez Mmh. Monsieur Alain Couturier. Et là je suis rentré dans un autre monde. Tu vois, j'ai appris la grande cuisine. Tu vois. Ce que c'était de faire tout à la minute, ce que c'était d'avoir une vraie brigade, que quand tu voyais le chef arriver avec le bon, qu'il annonçait oui chef, tu voyais tout le monde qui criait comme ça, c'était waouh, c'était génial. Et moi j'étais dans mon coin, j'étais en pâtisserie et ça a été peut-être l'une de mes plus belles aussi expériences parce que pourquoi? Je travaillais avec un chef pâtissier qui s'appelait Bruno Dubois. Du coup, lui faisait. Alors, quand je suis arrivé, il m'a tout de suite mis au parfum. Il m'a dit, écoute-moi bien, moi je travaille du lundi au jeudi que le midi, le soir, t'es tout seul, tu te démerdes en gros, tu vois. Il Mmh. m'a tout de suite mis au parfum. Genre, il faut que tu y arrives. J'avais pas le choix. Et donc le matin, il me faisait toute la mise en place et tout. Et moi, ce que je devais faire, c'était de réchauffer le pain, de faire les soufflés minutes, de dresser les desserts et tout ça. Et du coup, je lui ai dit, OK, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Et j'ai relevé le défi. Il m'a dit, je reste avec toi le soir pendant 2 semaines. Au bout de la troisième semaine, c'est tout seul que tu fais le service. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait. J'ai appris à être autonome. Et j'aime pas qu'on me dise de faire. J'aime faire avant qu'on me dise. Ça a toujours été mon tempérament. Et puis, j'ai appris comme ça. Mon année de ma mention complémentaire, bon, bah, ça s'est fini. C'était très bien. J'ai eu, pareil, meilleur apprenti d'Indre-et-Loire. Ça s'est super bien passé. Et par la suite, je suis allé à l'Orangerie du Château, dans un autre étoilé. Et là, pareil, je voulais être tout seul. Tu vois, je Toujours en voulais pâtisserie? en pâtisserie, ouais. En fait, au départ, c'est que j'ai démarré en cuisine. Ensuite, j'ai vraiment adoré la pâtisserie. J'adore la pâtisserie parce que je trouve que c'est un univers esthétique extraordinaire.
c'est des mélanges de goûts, de textures extraordinaires. Et puis, c'est ce que j'appelle toujours ce truc qu'ils arrivent à créer une émotion, une harmonie hyper intéressante. Et la pâtisserie, c'est une science qui est exacte. Elle n'est pas, c'est pas de l'à peu près, tu vois. C'est Et puis pareil. quand tu reçois un client, c'est le feu d'artifice, c'est le bouquet final. C'est Il le faut bouquet qu'il final. reparte avec Tu peux pas le décevoir sur le dessert, c'est pas possible, quoi. Voilà, Ouais. absolument. Et Mmh. par la suite, donc, je suis allé travailler à la Orangerie du Château en tant que chef de partie en pâtisserie. Mmh. Et là, pareil, donc je me retrouve dans une pâtisserie où j'étais tout seul, parce que voilà, c'était un poste où il fallait travailler tout seul. Il y avait des signatures en pâtisserie qui étaient déjà là, et moi je devais juste faire ces signatures-là, les reproduire, et puis derrière, j'ai commencé petit à petit à intégrer le pain, à intégrer les petits fours, à intégrer des nouveaux desserts que je faisais goûter à mon chef Jean-Marc Molleveau, qui validait. Et derrière, voilà, on les mettait à la carte. Et par la suite, j'ai travaillé, donc je suis allé à Paris pour travailler chez Pierre Gagnère en pâtisserie. Et ensuite, chez Pierre Gagnère, comme je t'expliquais, c'était un univers enfin, extraordinaire, point de vue richesse humaine, créativité. Là tu arrives dans un autre level, c'est-à-dire tu es dans la Formule 1 de la gastronomie. Et ensuite, donc, Monsieur Pierre Gagnère me place, Donc 3 étoiles à l'époque déjà? ouais, 3 étoiles, ouais. Il Ouais, venait ouais, juste ouais. d'arriver à Paris. Et puis, Mmh. par la suite, j'ai travaillé donc avec Monsieur Solivares à l'Élysée Vernet, que j'adore Ah oui. aussi. C'est Pierre Gagnère qui m'a placé chez Monsieur Solivares. Et il avait une place pour moi en tant que chef pâtissier au Luxembourg. Et donc, à 21 ans, je me retrouve chef pâtissier d'un restaurant. Mais attention, pas n'importe quel restaurant, c'était un restaurant qui était fusion entre la cuisine française et la cuisine chinoise. C'était un peu le style de l'époque, je sais pas si tu avais connu le Man Ray, Bouddha Bar et tout ça. Oui, oui, bien sûr. Et donc, c'était le restaurant, c'était le spot, si tu veux. Ils avaient pris comme consultant Monsieur Solivares et moi, j'intervenais en tant que chef pâtissier. Donc là, j'arrive, j'ai 21 ans et je me retrouve dans cette pâtisserie. On faisait 150 couverts, 200 couverts, tu vois. Et je prends le poste et là, je travaille. Et alors, ce qui se passe, c'est que 1 an et demi après, 2 ans après, donc il y a plus de chef. Je me retrouve tout seul en pâtisserie, puis petit à petit, ben il y a plus de chef, ben qu'est-ce qu'on fait, machin. Donc moi, je reprends le poste de chef et tout ça. Et puis petit à petit, ben je suis devenu chef de cuisine. Donc je m'occupais des Chinois et des Français parce qu'il y avait un espace pour la cuisine chinoise, un espace pour la cuisine française. Et du coup, il fallait faire, quand il y avait un bon qui sortait, il fallait s'arranger pour que les deux plats sortent en même temps, en sachant que la cuisine asiatique et la cuisine française, c'est pas pareil, tu vois. Donc, Que tu sors un filet de bœuf avec des nouilles sautées? avec un wok de légumes, par exemple, bah, Ah ouais. c'est pas pareil, parce Eh que oui. la cuisson du wok de C'est légumes va rigolo plus ça. vite mais attends, mais, mais c'était génial. La première fois, je me suis retrouvé avec des bons, si tu veux, des tickets de commande, mais qui descendaient jusqu'en bas, tu vois. J'avais peut-être 150 personnes à faire sortir. Alors là, tu sais, grosse sueur Combien en froide. cuisine? Combien de personnes en cuisine? On était une dizaine, tu vois, et grosse Ah oui, sueur quand même, froide, hein. ouais, grosse sueur froide. Donc, tu étais là et c'est toi qui dictes, c'est toi qui, comme un chef d'orchestre, et là, tu dois dire, tu démarres ça, tu démarres ça, tu démarres ça, il est où? Donc, tu dois suivre le service. Et la première journée, j'avais l'impression, honnêtement, que j'allais pas y arriver, tu vois. Et finalement, ça s'est bien passé, malgré que j'ai fait quelques erreurs, ce qui était normal parce que voilà, c'était la première fois où je gérais. Et puis finalement, bah voilà, petit à petit, bah c'est resté comme ça. Et heureusement que j'ai fait de la pâtisserie, tu vois, avec du recul, parce que moi, je dis toujours qu'un très bon cuisinier doit avoir l'âme d'un pâtissier. Et j'incite tous mes collaborateurs qui travaillent avec moi en cuisine, je leur dis toujours, faites de la pâtisserie au moins 1 an ou 2 ans. Tu vois, ça va t'apprendre des choses. Parce que si demain tu t'installes, au moins tu pourras faire la pâtisserie et la cuisine. Parce qu'il y en a souvent, quand ils s'installent, ils savent pas faire de la Eh pâtisserie. oui. Tu vois. Donc c'est très compliqué. Et donc voilà, après donc le Luxembourg, je suis resté là-bas 3 ans et demi. Je reviens sur mes terres natales, c'est-à-dire en Touraine. Et Ouais. là, je prends un poste pardon, non, pardon, juste avant. Tu pas bossé chez El Bulli, c'est ça? Exactement. Donc Ouais, juste ouais. avant, alors avant Albouli, j'étais revenu sur Tours. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est que je suis revenu sur Tours et je voulais rester sur Tours. Et là, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?» Et là, j'étais en vacances en Espagne, à Benidorm, et j'envoie un mail tout simple à El Bulli. Je dis: «Voilà, j'ai travaillé avec Pierre Gagnère et mon rêve ultime,
ça serait que vous êtes la dernière personne chez qui j'ai envie de travailler avant d'être toujours chef de cuisine. Je n'aurais plus besoin de travailler pour un chef. Tu vois, je lui dis, j'aimerais finir chez vous. Et moi, je me suis dit, jamais de la vie, il va me répondre. Il y avait à l'époque 70 000 demandes. Hein. Et tu parlais espagnol et tout et tout? Ah non, 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 rien du tout. Ouais, J'étais à ouais. l'audace. Je lui envoie un mail en anglais, un anglais bidouillé, hein, tu vois. Je Mhm. reçois le mail, je reçois une réponse 2 jours après en me disant, OK, nous sommes heureux de vous accueillir le lendemain. Ben moi, j'ai laissé tomber mes vacances, j'ai pris mon sac à dos, j'avais pas d'argent, je suis arrivé là-bas à Kalamanjol, je suis arrivé en cuisine, je savais pas où j'allais dormir, je suis allé comme ça, tu vois, vraiment à l'arrache. J'avais 24 ans, tu vois, j'allais pas me prendre la tête à me dire, le premier jour, j'ai dormi sur la plage là-bas à Kalamanjol, sur une plage parce qu'il y avait des bungalows, donc elle m'a gentiment prêté, tu sais, un transat en même temps. C'était au mois d'août, il faisait super beau, tu vois, donc je me suis dit c'est pas grave, elle m'a prêté une douche pour me doucher. Et puis après ma deuxième journée de travail, il y avait des jeunes qui étaient là et qui m'ont dit tu peux venir, on a pris un appartement, on dort tous ensemble sur Rosas. Et puis après voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 8 mois. Alors là, enfin, ça c'était la partie on va dire, tu vois, comme quoi que rien n'est impossible. Et l'autre partie, c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, j'avais les yeux grands comme ça. Oh, je suis rentré dans une cuisine, mais t'as l'impression c'est la NASA, tu vois, la NASA de la cuisine, tu Mais vois. pourquoi c'est le meilleur restaurant du monde? Pourquoi on dit ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Quand on dit Ouais. meilleur restaurant du monde, c'est pas la meilleure cuisine du monde en fait. C'est Hmm. différent. Moi, la meilleure cuisine du monde, ça dépend de là où tu es, le contexte dont tu es, Ouais, bien sûr. le, avec les personnes avec qui tu es. Enfin, il y a plein de contextes. Par contre, en fait, c'est qu'il était parti dans ce que j'appelle la créativité absolue, d'ouvrir d'autres portes, peut-être qui étaient trop fermées, où on n'allait pas chercher au plus loin, tu sais, de ce côté ingénieux, intellectualiser la cuisine, peut-être d'avoir un autre rapport. Alors, tout n'est pas resté, mais il a marqué une époque. Il a vraiment marqué une époque. De là, en fait, est né tout ce qui est les sphérifications, les siphons. Tu vois, les siphons, tout le monde utilisait les siphons, mais ça a été quand même le premier à le faire, tu vois. Les siphons pommes de Azote? terre, l'azote liquide. Ouais. Alors, moi, tu vois, je le fais pas. Maintenant, Hmm. je le fais pas. Mais je vais te raconter par la suite qu'est-ce qui s'est passé à Tours. Tu sais que je me régale, hein. Ah Franchement, bon? je me régale. Ah J'écoute, mais ben, euh, c'est passionnant. Vas-y, vas-y. et donc, là, j'arrive et là, tu vois, je vois tous ces cuisiniers incroyables. Mais ce qui était magnifique, c'est que tu avais des cuisiniers du monde entier qui étaient là. Tu avais des Colombiens, tu avais des Brésiliens, tu avais des Argentins, tu avais des Mexicains, tu avais des Américains, des Anglais. J'étais le seul Français, bizarrement, tu vois. Et là, dans cette cuisine, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il y a une organisation qui est, mais alors, draconienne et, et tout a été millimétré où ils cherchaient vraiment à t'emmener dans la lune, tu vois. C'est un peu le Elon Musk, je dirais aujourd'hui Hmm. de son époque, de la cuisine, tu vois. Il disait voilà. Mais il faut comprendre l'histoire encore une fois, parce que quand tu vas là-bas, il y avait 2 photos. Tu sais, une photo d'un poisson, c'était de la dorade qu'il faisait avec de la tomate, du basilic, une feuille de basilic. Une photo des années qu'il avait faites dans les années 88-89, tu vois. Hmm. Et il y avait la même photo dans les années 94. Donc en fait, ces 2 photos, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il a été en évolution. Tu vois, il a voulu évoluer, pas révolutionner. Et puis, quand moi je regardais ça, je me suis dit, mais en fait, il a démarré d'abord par faire de la cuisine classique. D'abord, il le dit, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il a un profond respect pour la cuisine française, pour les grands chefs français. Il a été travaillé chez Georges Blanc, chez Monsieur Paul Bocuse. Il a fait, je crois qu'il a été aussi chez Michel Guérard. Donc, il a voulu apprendre la cuisine française. Comment on fait un jus, comment on fait une sauce, comment on fait les soufflets. Donc, il apprenait, il apprenait, il apprenait. Il est revenu. Donc, il commençait à faire un assemblage entre la cuisine espagnole et la cuisine française. Il a eu le déclic le jour que quand il s'est dit, mais en fait, il faut que j'arrive à faire des choses beaucoup plus spectaculaires parce que sinon personne va venir manger dans mon restaurant. Et là où Ah, tu parles de Ferrandria, hein? ouais, de Ferran Adria, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'il faut voir où est-ce qu'il est, hein. Il est Hmm. à 8 kilomètres à Calajan-Col. C'est une route, il y avait même pas de route à l'époque. Si tu veux, c'était des cailloux, quoi. Tu allais en 4x4. C'était un restaurant de pêcheurs. Et il a dit, je vais y arriver, je vais y arriver. Il a été obstiné.
il a été visionnaire et puis il a décollé quoi. Il a décollé et moi ça m'a fait plaisir parce que justement il est arrivé à faire une génération de jeunes chefs cuisiniers, que ce soit René Redzepi, que ce soit tous les chefs que tu vois à droite à gauche, ils ont tous passé par lui, tous. Parce qu'il les a inspirés à un moment donné. Il leur a révélé qu'ils avaient une graine en eux, tu vois. Mais par contre, il y avait eu deux générations, c'est-à-dire que, et moi j'en faisais partie aussi, c'est que quand je suis sorti de chez lui, je voulais l'imiter. Donc je fais mon passage chez lui, je retourne à Tours, et là je prends une place de chef en 2000, fin 2005 au château des Sept Tours à Courcelles de Touraine. Donc c'est à 35 kilomètres de Tours. Et là, je me retrouve dans ce lieu magnifique. C'était un château golf et tout ça. Moi, j'arrive et je veux tout révolutionner. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive, j'étais sous perfusion de Ferran Ça, Adria. ouais. J'étais jeune, j'avais les yeux comme ça. Je voulais, mais Ça me rappelle quand tu sais, quand tu vas voir Rocky au cinéma, tu sors, tu es voilà. regonflé, quoi. Tu as un mec qui te cherche derrière. Voilà. Exactement, mais je te jure, mais ouais, mais Ouais, c'est c'est la ça, ouais. métaphore est bonne parce que justement, c'est exactement ça. Et là, je me retrouve dans ce château. Alors, t'avais que des tourangeaux, c'était des clients qui connaissaient pas cette cuisine. Moi, j'arrive dans mes grands sabots et je vais leur montrer ce que c'est que la cuisine moléculaire. Allez, Ouais. vas-y, l'azote liquide, le, les sphérifications, en veux-tu en voilà, les poudres, les machins, et j'ai eu une vraie remise en question. Je crois que c'était 2 ans et demi après. Il y avait un prof de golf qui était là, qui me dit: Akram, écoute, j'ai des tomates qui sont magnifiques, elles ont vraiment beaucoup mûri. Viens voir parce que tu pourrais les récupérer et puis faire un plat avec. Donc je vais chez lui à la maison, on va cueillir les tomates, je les ramène et le soir j'avais un client fidèle qui venait. Et là, donc, je lui fais, genre, je voulais faire comme El Bulli, tu sais, 30 plats, Hmm. tu vois, 30 petits plats, tout ça. Enfin bon, j'étais dans la démonstration, voilà. Et là, je sais pas pourquoi, cette tomate, j'avais tellement besoin de rien faire sur cette tomate, je l'ai juste coupée au milieu, je l'ai disposée dans une assiette, tu vois, je l'ai laissé tempérer comme ça. J'ai rajouté un tout petit peu de sel, au-dessus un peu de poivre et j'avais une huile d'olive qui était comme une liqueur, ce qu'ils appellent liqueur d'huile d'olive, qui est très dense, magnifique. J'avais rajouté quelques zestes de citron sur la tomate, je l'ai laissé comme ça, passer sous la salamandre un tout petit peu, et le serveur devait arriver avec une bouteille d'huile d'olive, la présenter comme si c'était une bouteille de vin, verser là délicatement sur la tomate et la déguster. Bref, on passe. Je sors à la fin du repas, et là, j'étais tout excité, je leur dis alors, comment t'as trouvé le dîner? Ah, il m'a dit, écoute, c'était super, mais alors les tomates, c'était extraordinaire. Et moi, je dis, ok, la tomate, c'est bon, enfin, on s'en fout, mais le reste, t'as trouvé ça comment? Et ben, finalement, c'est là que j'ai vu dans ses yeux qu'il avait aimé, mais ce qu'il avait plus marqué, c'était peut-être la chose la plus simple, mais peut-être la chose la plus compliquée. Parce que c'était la bonne Ou la tomate, chose la plus inattendue aussi. la plus inattendue, mais pourquoi? C'est plein de petites choses. C'était la bonne tomate, Hmm. cueillie au bon moment, mûre comme il faut, l'assaisonnée parfaitement, avec un accord parfait, qui en fait n'allait pas dans des choses trop compliquées. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'étais pas dans le bon chemin. Il faut que je travaille sur moi-même. C'est comment, de ma technique, apporter peut-être plus d'amour dans ma cuisine. Et non pas que de la technique pour de la technique, tu vois. Ou, ou de la démonstration. Et il faut avoir, je pense que il faut se l'avouer, c'est-à-dire qu'il faut avoir le tact de se dire bah ouais bah finalement c'est vrai, je m'étais complètement trompé. Et si je serais resté sur cette voie-là, honnêtement, je pense que j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui, tu vois. Il faut avoir justement cette humilité pour se dire que c'est pour ça que la vie, on fait plein de, c'est pas des échecs, c'est des rencontres d'échecs, tu vois. C'est ça en fait. Tu as un moment dans ta vie, quelque chose que tu fais, et il fallait que je passe par ça, en fait. Mais tu as décidé aussi, parce que quand tu dis à un moment, moi, mes potes, ils allaient jouer au foot. Moi, je faisais ma pâte à choux et mes pâtes chez Monsieur Thierry Poidras. Ou quand je suis en Espagne en vacances, que j'interromps mes vacances pour aller dormir sur la plage Ouais, dans un sac à dos pour rentrer chez le Bouli, tu décides à un moment. Alors qu'un autre, ou des autres, ou des tonnes d'autres, ils disent, attendez, tu sais quoi, ça sera bon, je le ferai après mes vacances, ou je préfère aller jouer au foot que faire ça. C'est toi qui décides à un moment, tu prends ton destin en main. voilà. Tu prends ton avenir en main.
exactement. Mais la vie, finalement, c'est qu'une prise de décision. C'est comme Mmh. tu décides d'être heureux, tu vois, ou tu décides d'être malheureux, tu vois. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Je sais pas, moi, tu vois, je pense que j'avais pris des décisions très jeune parce que je voulais prendre ma vie en main et me dire, bah ouais, mais si je veux réussir, si je veux, il faut que j'ai les yeux comme ça. Et même encore aujourd'hui, tu vois, toutes les rencontres que je fais dans ma vie, je te jure, moi, j'adore les gens, j'adore parler avec eux. Il n'y a pas de mauvaises rencontres. Il y a que des belles rencontres. Tu vois, tu prends un café avec quelqu'un, il va t'apprendre quelque chose. Tu passes avec quelqu'un, tu lui dis bonjour, il te parle 5 minutes. Enfin, c'est génial, tu vois. Pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que tu te construis en fait petit à petit et tu fais élargir ton cercle. Et puis indirectement, tu peux aussi aider les gens. De dire, bah tiens, bah, tu sais, ah bon, tu fais ça, bah attends, je vais appeler un tel, il cherche ça. Ah bon, tu as besoin de ça, bah écoute, et moi j'adore faire ça, j'adore faire ça. Et pour en revenir justement à la cuisine, quand je te parlais que je m'étais complètement trompé, parce que il fallait que je passe par ça, il fallait que ce client me dise la vérité, et après j'en ai pris les conséquences, et je me suis dit, mais en fait il a raison. Et après derrière, en fait j'ai travaillé sur la base que j'ai toujours eue, c'est-à-dire la cuisine classique. Et c'est de là, en fait, parce que c'est tout cet art de vivre à la française. C'est pour ça que moi je dis toujours ce mot très souvent à mes équipes, le tradinnovation. Il faut qu'il y ait de la tradition et de l'innovation. Le tradinnovation, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as besoin d'une base, une racine qui est celle de la cuisine classique. Et derrière, ça n'empêche pas de la faire évoluer. Parce que du coup, le client, lui, reconnaît ce que tu fais. C'est une cuisine qui est lisible, qui est bon, qui a du goût. Et je crois beaucoup justement à des goûts qui soient, tu sais, addictifs. Maintenant, j'adore ce mot addictif parce que c'est un peu le truc, tu sais, quand tu es chez ta mère, elle te fait à manger, tu as envie d'en manger un deuxième, un troisième. Moi j'essaie vraiment d'aller dans ce sens-là. Tu vois, ce côté vraiment, j'en prendrais bien un deuxième, j'en prendrais un trois. Tu vois, ce truc super bon, quoi. La Madeleine de Proust. 2005, donc tu es chef au Château des Sept Tours, puis ensuite tu reprends le trendy, c'est ça? Alors, Explique-moi un peu. en fait, ce qui s'est passé, c'est que, Donc là, là, on arrive dans l'Akram qui monte son affaire, là, voilà, seul. seul. Hmm. Voilà, exactement. Alors, seul, non, parce que, en fait, je vais Enfin, t'expliquer. seul, ouais, ouais. J'étais à l'époque, donc je travaillais au château des Sept Tours, et le propriétaire du château, enfin, j'avais un client qui est venu me voir, il m'a dit voilà, Akram, écoute, il y a un local magnifique à Tours qui faisait partie de la région, qui souhaiterait que ça soit repris par un grand chef, et ça serait bien que ce soit toi parce que c'est super. Donc je suis allé le visiter, je suis allé le voir et tout, j'ai dit putain, c'est génial cet endroit, c'est magnifique. Et moi, parce que j'avais un rapport avec, j'ai toujours eu des très très bons rapports avec mes patrons, tout le temps. Hmm. J'ai eu vraiment des rapports où je me mettais à leur place, c'est-à-dire que je travaillais comme si c'était moi le patron, si tu veux. Et du coup, je lui en parle et je lui balance comme ça, je lui dis mais vous savez quoi? Moi, je veux rester ici au château des Sept Tours et puis on fait là-bas un truc beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise. Et je voulais le faire, mais est-ce que ça vous dirait qu'on le fasse ensemble? Et là, il me regarde et il me dit, OK, ben bingo, on le fait ensemble. Du coup, on a fait cette affaire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si tu veux, cette affaire était trop visionnaire. Elle n'était pas prête pour Tours, tu vois. On a fait un bar à sushi, on a fait un bar en bas, on a fait un Un truc à la restaurant, parisienne, mais à un Tours, quoi. truc à la parisienne. Tu vois, à l'époque, je venais au Murano Hotel pour voir leur design et tout ça. Je sais pas Hmm. si tu te souviens de cet hôtel qui se trouvait à République. Je voulais amener un côté un peu trendy chic, tu vois, à Tours parce qu'il y avait rien. Donc on ouvre et on s'était complètement planté parce qu'il n'y avait pas la clientèle. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon bah évidemment, on se retrouve, enfin je me retrouve chez l'administrateur judiciaire et là je me retrouve en Faillite. redressement judiciaire. Et le redressement judiciaire, ça aurait pu être en faillite, mais quand j'étais avec les juges du tribunal de commerce, moi je leur ai dit, écoutez, moi j'arrête mon activité, j'arrête mon place de chef au restaurant le Château des Sept Tours, j'arrête et je m'occupe à 100% que du restaurant, le restaurant Trendy. Je l'avais appelé, ensuite j'ai dit je change le nom et je l'appelle l'atelier d'Akram. Et là, je démarre de zéro. J'avais plus de thunes, j'avais plus rien. Et là, je redémarre. J'avais 500 € en poche et je suis allé au marché.
J'avais acheté un peu de saumon, un peu d'oseille, un peu d'épinards, de la crème, tu vois, un peu de carottes. Et j'ai fait un menu comme ça. Et j'avais pas de clients. Donc j'appelais des amis, j'appelais les copains. Je dis, bah, venez, venez. Et petit à petit, en fait, la mayonnaise a commencé à prendre. Le Michelin vient, les inspecteurs ils viennent. Donc tout de suite, l'inspecteur, je l'informe. Je lui dis, écoutez, pour vous dire la vérité, voilà, en ce moment, je suis en redressement judiciaire. Je sais pas si l'année prochaine, je serai là. Le Goemio vient aussi, tu vois. Et au final, donc j'ai tout fait. Mais il y a un moment donné, il faut avoir cette prise de conscience de se dire que finalement, ça pourra pas marcher. Il faut à un moment donné se dire, bah non, tant pis. J'ai appris, mais j'ai été jusqu'au bout. Maintenant, il faut que tout de suite que je rebondisse. Du coup, j'ai arrêté. Et entre-temps, j'ai eu une place enfin, on m'a proposé une place de consultant pour un hôtel à Paris qui allait ouvrir rue de l'Arbre Sec, dans un tout petit hôtel, 8 ou 9 chambres. Et la cuisine était au deuxième sous-sol. Et le restaurant était tout petit, c'était un boudoir, tu vois. Mhm. Et je dis, ben, ok, je prends le consulting. Je devais placer un chef. Au final, c'est moi qui appelle justement les propriétaires. Je leur dis, ben, finalement, vous savez, si ça vous dérange pas, ça va être moi le chef parce que voilà, j'ai plus mon restaurant à Tours et du coup, ben, je vais recommencer. Et donc là, j'arrive à Paris et avec plus rien, hein, tu vois, j'arrive à Paris et là, je démarre de zéro. Et là, incroyable. Tu vois, Dans l'hôtel, hein? ouais, Dans l'hôtel. Mhm. ouais, l'hôtel qui était rue de l'Arbre-Sec. Et là, j'arrive et là, incroyable, petit à petit, le bouche à oreille a commencé. Et surtout, j'ai reçu un appel de Patricia Alexandre à l'époque, qui était la directrice générale du Goemio, qui me dit, écoute, Akram, on t'a cherché partout, où tu étais. Je lui dis, bah écoute, je suis à Paris, figure-toi, parce que enfin, mon restaurant a fait faillite et voilà, je me retrouve à Paris. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, écoute, c'était pour t'annoncer la bonne nouvelle, tu es grand de demain au Goemio. Si tu veux, c'est la révélation, en quelque sorte, de ton travail et tout ça. Et je lui dis, ah bon et tout. Je dis, mais j'ai plus de restaurant. Je dis, maintenant, je suis à Paris. Et là, il y a eu un blanc. Et là, elle me dit, non, mais Akram, tu sais, nous, ce qu'on récompense, c'est ton travail, c'est ton talent, peu importe où tu es. En fait, si tu veux, j'ai cru qu'elle allait, en quelque sorte, me dire, ben, on refuse, si tu veux, tu vois, ah oui, ben, c'est pas grave. Je lui ai dit, s'il y a quelqu'un d'autre, tu peux lui donner tout. Et en fait, non, pas du tout. Et elle m'a dit, tu gardes ton titre. Et de là, donc, 2011, hein, ça, hein? ouais, c'était en 2011, quoi. 2011. Et de là, si tu veux, j'ai décollé. Si tu veux, bon, je suis arrivé dans cette place, c'était au mois d'août. Grand de demain en octobre. Et par la suite, au mois de novembre, je reçois un coup de fil d'un client que je ne connaissais pas qui me dit, j'ai des restaurants rue Lauriston, venez voir. Faudrait que je vous présente. On trouve un moyen d'arrangement et tout ça. Je lui dis, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas d'argent. Pourquoi vous m'appelez? Il a insisté. Je suis allé le voir et là, du coup, il me montre le restaurant, la rue Lauriston. Et là, je dis, mais en fait, c'est génial ce restaurant, mais pourquoi vous montrez ça alors que je peux pas, hein, aucune banque ne voulait me suivre, enfin voilà. Et il me regarde comme ça, il me dit, bah, tu sais quoi, moi, pour t'arranger, si tu veux, je te fais crédit vendeur. C'est ce qui ne se fait plus maintenant quand même, hein, Mhm. qui se faisait toujours avant. Et là, je le regarde comme ça, tu vois, là encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, prise de décision. Eh oui. Et là, je fais quoi? Je lui serre la main et je lui dis, OK, tu vois. Et là, on va chez le notaire, je signe, j'ouvre le restaurant à Cram, et tout de suite après, j'ai eu ma première étoile. 2 ans après, j'ai eu ma deuxième étoile. Après, j'ai commencé à ouvrir mes concepts, c'est-à-dire que Mais quand comment ça se fait que ça va si vite? écoute, je sais pas, je pense que à Paris, à l'époque, il y avait pas, ça bougeait pas trop. Il y avait Mhm. pas tant que ça de restaurants, pas comme maintenant, je veux dire. Et j'étais l'un des premiers jeunes, si tu veux, à ouvrir par ses propres moyens et vraiment à faire des choses, tu vois, qui changeaient un petit peu à Paris. Et c'est vrai que moi, c'était sympa. Puis surtout, bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que tous les grands chefs, tous mes confrères sont venus me voir, ils m'ont tous soutenu et tout. Et voilà, et ça s'est fait comme ça en fait. Et après, bon, bien sûr, il y a le travail, il y a ta cuisine aussi, la personnalité de ta cuisine. Et puis surtout, je crois la chose qui est hyper importante, c'est de savoir durer. Voilà, de rien Ah, ça, lâcher. c'est sûr. Voilà. Et de là est né ce que je voulais. Je me suis toujours dit, j'ai écouté beaucoup tu sais, les interviews de grandes personnalités de la mode qui disaient, ouais, voilà,
il y a la haute couture, mais il y a aussi le prêt-à-porter. J'ai essayé de comprendre un petit peu et par la suite, je me suis dit, mais en fait, les concepts, c'était en plein les concepts, je regardais les choses, je voyais que le monde allait vachement vite et je me suis dit, mais si c'est pas les chefs qui le font, qui c'est qui va le faire? Donc je me suis dit, bah voilà, je veux créer un concept pour voir si ça marche. Et là, j'ai créé l'atelier Vivanda, le restaurant de viande, parce que je me suis dit, purée, quand même, dans la tradition française, c'est quand même le steak frites, c'est quand même le bon morceau de viande, le godet de vin rouge, si tu veux. Et il n'y avait pas d'adresse ou de concept duplicable. Et j'étais fasciné par tout ce qui était franchise, licence, développement, conception de la marque, concept. Je trouvais ça superbe. Et je me suis dit, comment arriver, nous, en, en, en faisant notre savoir-faire, faisant de la belle cuisine, de la bonne cuisine, mais de conceptualiser ce qu'on sait faire. Donc on a travaillé là-dessus, on a ouvert l'atelier Vivanda, qui a été un fort succès, on en a ouvert après 3, après j'ai ouvert à Manille, j'ai ouvert à Hong Kong, le même concept, et de là est né, si tu veux, ma deuxième phase dans ma vie, c'est-à-dire développement, meneur d'hommes, de construire ensemble des projets, et voilà, c'est-à-dire comment dire, de monter une structure qui soit, moi j'ai toujours eu l'envie, ce que je construis, je puisse donner une influence à d'autres, tu vois, de faire la même chose et de m'aider à y arriver et peut-être demain à leur tour de faire la même chose, tu vois. Et voilà. On va revenir sur la crème businessman, mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur ton métier de chef. Donc, première étoile, deuxième étoile. Donc, plus tu montes en puissance, plus c'est compliqué, plus c'est dur de tenir. C'est vraiment le détail du détail du détail. Il faut être là tous les instants. Il faut une excellence quoi, au quotidien. Oui. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon chef? Qu'est-ce qui fait qu'on a une seconde étoile ou une troisième ou on devient étoilé? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que le fait de faire du bon, alors avant c'était du bon, maintenant c'est du beau. Après, tu pourrais dire, maintenant il faut faire du 360, il faut que, que tu aies plusieurs saveurs en bouche directement. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais qu'est-ce qui fait qu'on devient un chef aussi reconnu Moi, je, euh, moi, ouais. moi, je pense que tout d'abord, c'est la recherche de tes produits. Pour moi, les produits, c'est hyper important. Mhm. Déjà d'une, c'est-à-dire tout ce que tu fais pour avoir les meilleurs produits, la saisonnalité, bon, enfin tout, mais tout ça, tous les grands chefs, on le fait tous finalement, parce que Mhm. moi je pense qu'on en parle aujourd'hui, parce que je disais toujours les grands chefs, on se justifie tout le temps là-dessus, mais en gros on l'a toujours fait, sauf qu'avant on le disait pas, sauf que maintenant, bah, c'est vrai qu'il faut le dire, mais quand on va dans les bons restaurants français un peu partout en France, ils sont toujours à la recherche de bons produits, de la saisonnalité, des maraîchers, des producteurs et tout ça. Et ça, pour moi, enfin, je trouve que c'est magnifique parce qu'on a un terroir quand même exceptionnel, aussi bien potager marin que le potager terrestre, tu vois. Et ça, c'est superbe. Après, je pense que quand tu arrives à monter dans les étoiles, si tu veux, une, deux ou trois étoiles, je sais pas réellement s'il y a un indicateur, si ce n'est que je crois qu'il faut pas abandonner l'idée que ça peut arriver, premièrement, de ne pas lâcher, de pas se prendre la tête. C'est-à-dire que souvent, on se fait des fausses idées. Par exemple, on va te dire, bah oui, mais si tu mets pas de nappe, t'as pas d'étoile. Si tu mets pas de moquette, t'as pas d'étoile. Si tes toilettes sont là, t'as pas d'étoile. Si t'as pas des couverts en argent, t'as pas d'étoile. Je crois que tout ça, c'est des fausses idées. Ce qui compte le plus, à mon sens, c'est comment le client, si l'inspecteur Michelin, par exemple, vient chez toi, c'est un client normal, comme tout le monde. Est-ce qu'il va passer un bon moment ou pas? Ou est-ce qu'il dit, waouh, ce qu'il Mais a eu tu le dans la... sais quand il vient? Non, enfin, il Non, prend pas rendez-vous forcément. Non, mais tu, tu te doutes? non, tu le sais pas. Et puis aujourd'hui, tu sais, beaucoup d'inspecteurs de toutes les nationalités, du coup, tu as vraiment du mal à savoir qui vient manger chez toi. Après, bon, s'ils se présentent pas à la fin du repas, honnêtement, c'est difficile. Après, ce qu'il y a, voilà, c'est le jeu, si tu veux. Maintenant, tu ouvres ton restaurant, les inspecteurs font leur travail, et puis c'est pas un jugement, encore une fois. Moi, j'ai toujours dit, l'étoile, on l'a pas, mais ça veut pas dire qu'on te juge. Ça veut dire qu'en fait, c'est une reconnaissance pour ton travail. C'est une reconnaissance pour tes équipes.
mais elle t'appartiendra jamais, tu vois. Mais je suis d'accord. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un pic. Il ne faut pas que tu bosses pour l'avoir et une fois que tu l'as, ça redescend. Il faut que tu fasses comme si il était là tous les jours ou s'il allait jamais venir, Alors, quoi. moi, je te dis quelque chose et je pense que je sais pas si je vais mettre tout le monde d'accord, mais en fait, faut jamais travailler pour se dire mon objectif c'est l'étoile Michelin. Non, non, Hmm. l'objectif c'est de remplir ton restaurant et au mieux de faire en sorte que tes clients reviennent. Et l'étoile Michelin, tu sais, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est que forcément quand tu as cette conscience et cette souciance de tes clients de leur donner que du beau, du bon. Franchement, tu es déjà formaté comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas tricher dans ce que tu fais. Et comme je dis toujours, derrière chaque cuisinier, grand cuisinier, cuisinier, il y a un cœur qui bat. Moi, j'ai autant d'émotions, par exemple, à manger un plat parfait par un cuisinier dans un bistrot, tu as les yeux qui brillent, que le même plat que tu manges dans un 3 étoiles. Ça dépend du contexte, ça dépend de Hmm. plein de choses, tu vois, de ce que l'on a envie. Et moi, je trouve que c'est rassurant de voir qu'il y a beaucoup de chefs, de jeunes chefs aujourd'hui, qui s'installent et franchement, qui ont beaucoup de talent. Et ils ont vraiment, vraiment, enfin tous les jeunes d'ailleurs, qui sont installés, ils ont vraiment cette conscience de l'héritage de la cuisine qu'on nous a laissé et de comment ils arrivent à l'intégrer avec un monde qui va vite aujourd'hui, tout ça. Et c'est génial parce que ils font de la super bonne cuisine, tu vois. Et ça, c'est top. Et moi vraiment, je trouve qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui s'installe, qui prend des risques, qui prennent conscience aussi de l'écologie, tu vois, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois, de la planète, des circuits courts, de d'où vient le produit, tu vois. Donc il y a vraiment plein de choses. Aujourd'hui, être chef, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est aussi, par exemple, les réseaux sociaux, tu vois. Tu dois être bon dans les réseaux sociaux, tu dois savoir parler anglais, tu dois être dans les médias. Donc ça fait vraiment peut-être plus de choses qu'avant, parce qu'avant, tu vois, il y avait peut-être moins de restaurants. Mais ce qui était beau à l'époque, quand tu regardes l'histoire de la cuisine française, c'était des auberges qui se sont transformées dans des restaurants 3 étoiles, tu vois. Si tu prends les restaurants il y a 100 ans, tu prenais ta voiture et tu t'arrêtais dans les auberges, mais dans ces auberges, tu mangeais divinement bien, tu vois. C'était des restaurants exceptionnels. Et d'une auberge se transforment des grands restaurants. Aujourd'hui, sauf qu'on prend de moins en moins la voiture. Aujourd'hui, on prend pas la voiture pour aller manger dans un 3 étoiles. On va prendre, par exemple, l'avion ou on va regarder sur Instagram, oh, le restaurant il est super, machin et tout, et je vais réserver là. Tu vois, tout a changé. Mais ce changement, je le vois pas comme une crainte. Au contraire, je le vois comme une force où c'est à nous de s'adapter à l'époque de ce qui se passe. Il faut être intelligent pour essayer comment dire, de s'intégrer, d'intégrer notre savoir-faire et de ce qu'on sait faire avec l'époque d'aujourd'hui. Tu vois. Ta cuisine est très visuelle. Enfin, moi, j'ai vu des trucs qui sont magnifiques. Enfin, c'est audacieux. Alors, pour moi, hein, mais quand tu vois, par exemple, l'ananas charbon, c'est un plat qui est tout noir sur du blanc. Enfin, c'est très, très Ouais. contrasté. Je trouve ça magnifique. Est-ce que tu peux dire que donc, en fait, le bon n'est plus suffisant? Non, le beau et le bon. Des fois, tu peux avoir des plats qui sont pas beaux, mais ils sont Hmm. très très bons. Non, je pense que le côté esthétique, effectivement, il est Il faut important. que Moi, tu aies un double effet waouh, en fait. Il voilà. faut que tu poses l'assiette sur la table, tu es waouh, et que la première bouchée, il y ait ce deuxième effet waouh. Oui, absolument. Mais Hmm. attention, avant tout, c'est le goût. C'est-à-dire que l'esthétique, c'est pas le goût qui est au service de l'esthétique, c'est plutôt l'esthétique qui est au service du goût, tu vois. Différent. Parce que souvent, tu vois, par exemple, on va te servir un plat, c'est hyper bien, tu vois, le truc, c'est un tableau, tu fais comme ça, il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe, tu comprends pas. Donc, ce qu'il faut, je crois, avant tout, c'est d'abord se concentrer sur le goût. Ensuite, tu crées une harmonie dans l'assiette, c'est-à-dire de dire comment je vais faire en sorte que le goût reste, mais de changer la présentation, tu vois. Alors après, c'est un travail sur la vaisselle, c'est un travail sur le minimalisme, c'est un travail de comment tu l'amènes, comment tu finis le plat. Donc tout ça, c'est de la réflexion qu'il faut se donner à son plat, mais sans pour autant aller dans des choses trop compliquées, aller beaucoup plus dans de la logique que des choses compliquées. Mais quand tu crées ce genre de plat, comment tu peux imaginer d'aller mettre du charbon dans un plat? Quand tu vas, tu fais quoi? Alors tu pars d'une couleur, tu as un croquis, comment tu fais pour te dire? D'abord, c'est presque de la chimie, hein.
Oui, Parce que quand on parle tout à l'heure d'azote liquide, et aujourd'hui on parle de charbon, je ne sais pas ce que vous pouvez utiliser comme ingrédients qui sont complètement anecdotiques, mais vous êtes des chimistes en fait. Quand tu vas arriver à un certain goût, peut-être que tu vas 50 fois changer d'ingrédients pour arriver à trouver la bonne adéquation. oui, alors oui, absolument, mais je dirais pas, Ce que je veux dire, c'est que oui, dans une brasserie comme celle que j'avais, si je dois faire un poulet basquez, bon, allez, je vais peut-être rajouter un peu plus de ci, un peu plus de cela, un peu peut-être du thym, ouais. peut-être des choses comme ça. Mais toi, tu pars d'une feuille blanche et tu dois arriver à un goût extraordinaire, mais tu as 1 milliard d'ingrédients à ta disposition. Comment tu fais, quoi? Et ben, et c'est en fait, c'est juste d'améliorer ce que tu fais, exactement comme tu dis, c'est-à-dire de plancher sur une feuille blanche, de dire: «Comment je fais ma recette? Comment je peux l'améliorer?» Et souvent, ce qu'il faut regarder, c'est les gestes qu'on nous a appris. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire, peut-être garder le même goût, mais peut-être de faire différemment, tu vois? Donc et donc ça te change complètement la perception des choses, tu vois? Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais, le côté chimiste. Je crois que c'est pas le chimiste, c'est le magicien de saveur, tu vois, de savoir mélanger les saveurs. Ça, j'adore, tu vois. Quand tu es cuisinier, la première chose que moi je dis à tout le monde, c'est de goûter tout le temps. Parce que c'est pas, je leur dis, vous, la richesse d'un cuisinier, c'est quoi? Effectivement, il a ses mains, il a le talent, mais il a surtout un truc, c'est le palais. Et le palais, pour qu'il soit éduqué, il faut le nourrir. Si tu nourris pas ton palais, tu sais pas ce que tu fais. Parce que du coup, tu as un palais à ensuite aiguiser, un palais qui est éduqué à ta cuisine et qui me fait rappeler un petit peu, tu sais, les artistes, par exemple, quand tu voyais Picasso qui prenait un tableau en deux, trois traits, en 2 minutes, il te faisait un truc majestueux. Mais bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on lui dit ça en 2 minutes, Monsieur Picasso, vous avez fait ça? Il dit non, 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 c'est 60 ans pour 2 minutes, tu vois? Donc, c'est voilà, c'est plus tu éduques ton palais, plus tu es dans ce qui est plus juste et derrière tout vient, tu vas avoir une matrix de goût dans ta tête et tu te dis tiens le café, je vais le mélanger avec le céleri, le fenouil, je vais le mélanger avec de la banane, et des choses audacieuses qui ne seraient même pas passées par l'idée parce que finalement Non, mais quand quand tu tu parles tout à l'heure de Terganière qui fait mélanger du chèvre avec une poire, ouais, c'est ça. ouais, c'est Je ça. veux dire, moi, je fais ça, je t'invite à la maison, je te fais une poire au four et je mets une sorte de coulis de chèvre. Ça peut être très rapidement dégueulasse. Oui, absolument. C'est encore une fois, c'est la juste dose. Ouais, C'est comme un cocktail, tu vois? Tu te fais de ouais, la ouais. mixologie, en fait, de saveurs. Donc soit tu peux louper ton cocktail s'il n'y a pas la bonne dose comme il faut, et ben la cuisine, c'est la même chose. C'est comme un algorithme, si tu veux, de saveurs et tu dois mettre les bonnes saveurs, la quantité, mais la quantité, encore une fois, c'est ton palais. L'assaisonnement, c'est quand tu fais comme ça: «Ah, il faut rajouter ça. Ah», parce que tu sais ce qu'il faut à un truc près, une recette n'est pas la même, tu vois? C'est pour ça qu'il faut Hmm. toujours goûter, 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 c'est ce qui permet d'acquérir une expérience du palais, et de savoir parfaitement, le goût, quoi. Ça te fait quoi quand tu vois quelqu'un qui rajoute une tonne de sel ou quoi? Tu te dis, le plat, ça va pas? Après, il y a le goût, hein. Il y a des gens qui aiment salé, hein, Non, mais oui, alors déjà, tu sais, on a, je pense, pour beaucoup, beaucoup évolué sur tout ce qui est, le sel, le sucre, le gras. Je crois que on est de cuisiniers aujourd'hui, ils sont hyper sensibles à ce sujet hmm. et on a tous fait un travail, dessus parce que tu vois, il faut voir aussi dans un restaurant comme les nôtres, par exemple, la première chose, bon, ben, tu as les petits apéritifs, tu as le pain, tu as le beurre, tu as tous ces ingrédients-là mis bout à bout en quelque sorte, finalement, c'est toujours du sel en plus, c'est toujours du poivre en plus, c'est toujours du gras en plus. Du coup, ben, il faut travailler dans une réflexion de se dire, ben voilà, est-ce que moi maintenant je me dis, est-ce que le pain, il faut le mettre au début? Est-ce que je le mettrai pas pendant 2 plats après, tu vois? Est-ce que le beurre n'arriverait pas à tel moment, tu vois? Le sel, par exemple, moi, il y a des plats aujourd'hui, j'ai carrément enlevé le sel. Dans les sucres d'un produit, il y a tellement de sel, tu as pas besoin d'avoir de sel, tu vois? Si c'est bien fait. Nous, on va aller Hmm. chercher, on va aller décortiquer, si tu veux, les choses pour ne pas mettre de sel. Moi, j'interdis à tous mes cuisiniers de saler avant la cuisson. Vous salez après.
on assaisonne après. Parce que pourquoi? Des fois, tu as des légumes qui ont naturellement plus de sel, plus de minéraux, de sucre, ça dépend de ce qu'ils ont été cultivés. Mais voilà, quand tu fais les mélanges de saveurs, toujours à la fin. Tu parlais tout à l'heure de gestes et de coordination. Quand tu fais un plat en fonction de l'ordre dans lequel tu vas mettre les ingrédients, le goût peut changer. Oui. Autrement dit, quand vous allez élaborer un plat, avant de le sortir définitivement, tu passes donc par tes croquis, tu fais, et ensuite vous refaites les gestes. Il faut toujours que ça soit hyper régulier. Moi, en fait, ce que j'ai mis en place, si tu veux, enfin, ce que j'ai mis en Mmh. place, ce que je fais maintenant depuis un bon moment, c'est que je goûte ce que je fais, mais dans la salle de restaurant. C'est-à-dire que je m'assois comme un client Mmh. et je me fais servir, tu vois? Donc du coup, ça permet 2 choses. Déjà de voir, comment ça se passe en termes de timing, de service, et bien évidemment, de présentation et de savoir ce que le client mange et ben, moi je veux le manger et j'arrive souvent, enfin, par surprise, mais j'arrive et je goûte. Parce que derrière, j'ai une équipe, formidable, je leur fais confiance, ils sont tous, comment dire? Dévoués et ils font très bien leur travail. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je mets les recettes en place. Je goûte avant que ça soit mis à la carte, bien évidemment. Une fois que c'est mis à la carte, derrière, je m'assois, je fais une table avec des copains, par exemple, tu vois. Et là, je déguste les plats et je vois, tu vois, ce qui est servi. Mais avant de mettre à la carte, on me sert tout au restaurant et je goûte tout, toujours tout le temps. Est-ce qu'on peut reconnaître tes plats à l'aveugle, comme un bon vin? Je sais pas, je peux pas te dire. Alors pour l'instant, si tu veux, je peux pas le dire parce que ça serait trop prétentieux, tu vois? Mais je pense que ça viendra avec le temps. C'est une consécration d'avoir ça? Ah oui, complètement. Bah, tu Ah sais, oui, tout grand chef, rêve qu'un jour son plat devienne un iconique, tu vois? Quand oui, tu parles de quand tu parles de la soupe d'artichaut, truffe, bon, bah, tu penses tout de suite à Guy Savoy, tu vois? ouais. Des plats comme ça, la purée de pommes de terre, de Joël Robuchon, enfin voilà, tu vois? Il y a des plats comme ça iconiques qui sont ou la crème de chou-fleur au caviar de Robuchon aussi. Voilà, donc on a tous envie d'avoir des plats, qui rentrent dans le temps, tu vois? Mais 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 c'est pas toi qui le décide, c'est le client qui le décide en fait. Au fur et à mesure des années, tu te rends compte que, ben, le client, réclame toujours le même plat et du coup, ben, ça devient un plat, le plat iconique de ton restaurant. Qu'est-ce qui fait te remettre en question? Enfin, je sais pas, un avis, qu'on soit sur internet ou dans la restauration, je sais pas moi, un mauvais avis, qui est complètement subjectif parce qu'il peut y avoir n'importe quoi qui s'est passé, bah, tu reçois un mauvais avis, est-ce que ça Ouais. te blesse? Je sais pas, Non, ça me blesse pas, j'essaie de comprendre par contre. Ouais, je comprends, moi je suis dans le dialogue. Je veux dire, notre problème, c'est que nous, on est toujours exposés. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'effectivement, tu peux avoir des clients qui peuvent se plaindre. Mais en attendant, c'est ce que je dis souvent, il faut aussi dire les choses, tu vois, aux clients. mmh, Il y a plus de mauvais restaurants que de bons restaurants. Par exemple, on a des marges d'erreur. On peut pas être bon sur tout, tous les jours, 365 jours par an, pour chaque table, chaque convive. Il y a une marge d'erreur, mais la marge, elle est tellement infime par rapport à d'autres, si tu veux, où les gens ne respectent pas les produits, et ne respectent pas l'environnement de l'établissement et tout ça. Et ce qui servent derrière, c'est pas forcément enfin des produits qui viennent d'un terroir où ils mettent pas de l'intention sur leurs produits. Bon, moi ça, je trouve que souvent ce que je leur dis, il y a plus de mauvais restaurants encore aujourd'hui que de bons restaurants, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça que tous les chefs qui ont un parcours, ils font pas de la mauvaise cuisine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut avoir un avis où on se dit, bah moi, j'ai pas aimé sa cuisine, parce que quand on est cuisinier, on est exposé, on a sa personnalité, sa sensibilité propre, mais c'est comme la musique, tu vois. Il y a des musiques, des fois, je dis ah ben moi j'aime pas. On le dit maintenant spontanément, mais si demain je le dis, par exemple, à un artiste, un chanteur, bon, c'est pas grave. Tu vois, il y en a d'autres qui vont aimer, tu vois. Parce que quand on sait de quoi on est capable, je pense qu'il faut aussi être fier aussi de ce qu'on fait. Bien évidemment, et savoir écouter ce qui ne va pas, savoir écouter ben, les critiques qui peut y arriver. Il peut y avoir des critiques effectivement constructives. C'est pour ça que sur les critiques sur Internet, moi je suis plus d'avis d'appeler le client, de régler, s'il y a une critique, de le régler en direct, mais on l'empêchera pas. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est un monde ouvert.
Donc, Non, mais surtout qu'un client content, on va peut-être mettre, peut-être pas un avis, un client mécontent, on mettra, c'est sûr, au moins oui, un, quoi. oui, oui, Voilà. oui, c'est Et ça. puis, et puis en plus, le problème aussi, c'est qu'on t'attend au tournant. Il faut que ça soit au top, quoi. Donc, c'est ça. Alors nous, ce qu'on fait souvent dans nos restaurants, et je pense que voilà, c'est comme ça Mm. qu'on a pu s'améliorer sur beaucoup de points. C'est que nous, à la fin du repas, moi, je passe voir tous les clients. Dans les autres restaurants, bon, bah, c'est le Ouais. directeur de salle, alors ça a été, ils prennent vraiment toutes les critiques. Et après, on fait un point avec toutes mes équipes une fois par semaine pour voir ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà, on essaie de comprendre et rectifier tout le temps. Il faut justement ces prises de conscience. C'est pareil, c'est collectif. Tu vois, elles doivent être partagées, elles doivent être, on doit en parler. C'est pas dire ah non, moi je veux rien savoir, je m'en fous. Non, c'est de s'asseoir, de dire ah bon, il y a eu ça, ça, ça. Ok, vous appelez la cliente, vous la réinvitez au restaurant. Ou par exemple faire un geste commercial si la prochaine fois elle vient au restaurant. Tu vois. Et je crois que les gens sont assez sensibles à ça. Tu vois des fois dans Eh oui. des grands magasins de luxe, que soit tu peux acheter un truc et puis finalement, bah, il y a un problème avec ce truc-là. Ok, pas de souci, on va vous le refaire et tout ça. Ce qu'il y a, c'est que il faut pas se dire qu'on est parfait dans tout et c'est comme ça. Non, il faut prendre le temps de parler avec ses équipes parce que c'est eux qui sont devant le client le plus souvent. Nous, on est en cuisine, donc on voit pas forcément comment le client perçoit les choses. Et s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, ça m'est arrivé, hein. Donc, quand je sers un plat et que le client me dit ah ça j'ai pas aimé, tout de suite je sors de ma cuisine, je dis bah écoutez, bougez pas, je vous fais un autre plat et je suis sûr que vous allez adorer. Tu vois des petits mots, c'est pas grand chose, mais tout de suite, boum, ils disent bah il y a une intention. Je dis toujours les clients, c'est comme si on reçoit des amis à la maison. Des fois, on a des amis, ils disent «Oh, ça, j'ai pas aimé», donc on a envie de leur donner le meilleur. Du coup, bah, tu te dis, bon, bah, je vais aller en cuisine et puis, je te fais quelque chose d'autre. Il y a pas de souci. Il y a aucun problème. Des fois, c'est juste parce qu'ils aiment pas un produit. Par exemple, tu vois, ils aiment pas le maquereau. Ben, tu vas leur servir du maquereau. Bon, ils mangent, mais ils aiment pas. Donc, bah, ils ont pas osé te le dire, mais ils disent, ils ont pas aimé le maquereau. Pas parce ils aiment pas le plat. C'est qu'ils aiment pas ce poisson, par exemple. Alors que moi, j'adore, tu vois. Hmm. Et ben voilà, tu sors, tu leur fais autre chose. C'est comme ça. Il faut avoir cette capacité à s'adapter, à être vraiment au service du client. Et la régularité, tu acceptes qu'on puisse se saler juste avec une pincée ou c'est tout est mesuré pour que ce soit régulier? Ouais, non, c'est mesuré parce que tu sais, dans une cuisine, il y a toujours le chef au bout qui goûte tout. Du coup, ben forcément, avant que ça sorte, par exemple pour le client, eh ben on goûte, tu vois, on goûte tout. Mais quand c'est fait minute, vous goûtez chaque plat? Quand c'est fait minute, ouais, on goûte pratiquement chaque plat. Enfin chaque plat. Par exemple, on va te faire une viande, Non, on c'était va goûter un petit morceau pour voir si la cuisson est bonne et tout ça, tu vois. oui. Si on fait une purée, tu vas goûter. Enfin, après, tu sais, quand Enfin, on la purée travaille, est pour plusieurs clients de toute façon, mais oui. voilà, ouais, Hmm. exactement. Ou si tu fais cuire des asperges minutes, bah, c'est pareil, tu assaisonnes vraiment à la fin. On met toujours de la fleur de sel à la fin et c'est-à-dire que toutes mes équipes, j'aurais toujours appris à ne pas saler et puis après devoir. Non, on fait les choses, on assaisonne après. Tu sais, la cuisine, c'est une certaine alchimie qu'il faut avoir. C'est pas de faire les choses naturellement comme ça. Non, il faut avoir un peu de réflexion là-dessus pour se dire comment je peux faire pour améliorer mon plat. Allez, on va parler d'Akram l'entrepreneur, Oui. le businessman. Alors, quand on voit ton parcours, tu as eu plein de choses, mais déjà, tu as enchaîné les ouvertures, Hong Kong, Manille, Doha, Istanbul, Bakou en Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui te prend d'ouvrir des villes comme ça? C'est Alors, quelles opportunités? Comment ça se fait en fait, hein? en fait, alors ça se fait tout simplement grâce à cette belle plateforme qui est la France justement. Et plus on va Mhm. donner une image positive en termes de concept d'innovation, plus les gens vont venir chercher notre savoir-faire pour le développer à l'étranger. C'est ni plus ni moins comme ça, hein, ça s'est fait. Quand j'étais l'un des premiers à faire des concepts, si tu veux, de restauration en étant chef et qui Mhm. a fait des concepts, c'est pas moi qui allais chercher du business, hein, c'est les gens qui sont venus et qui m'ont dit, écoutez, nous on ouvre ça, on aimerait avoir ce type de restaurant là. Et c'est comme ça que ça s'est fait, ni plus ni moins. Et c'est là que j'ai compris le potentiel de la France, si tu veux, en termes d'innovation. Je crois que il faut créer des choses en France pour les développer par la suite à l'étranger, parce que il y a beaucoup de pays qui sont en manque de savoir-faire, qui ont besoin de nous pour leur apporter ce qu'ils n'ont pas. Et après, ben, dans ce développement, si tu veux, alors là aussi, c'était une belle leçon de vie, parce que j'ouvrais, mais j'étais pas structuré, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, je me suis retrouvé devant face à un mur, si tu veux, je me suis dit: «Purée, mais en fait, j'ai mal fait les choses.
J'aurais dû d'abord me structurer, ensuite développer. Et ça aussi, ça a été une belle leçon parce que tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai 38 ans, donc il y en a qui ouvrent le restaurant maintenant, tu vois, à mon âge. Moi, j'ai ouvert Mmh. tellement de restaurants, je sais ce qui peut aller, je sais ce qui ne peut pas aller, et je sais ce que les gens veulent aujourd'hui, tu vois, et de pas ouvrir comme ça, tu vois. Maintenant, je préfère. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai fermées. Madeleine, par exemple, j'ai fermé. Mmh. Fanny Vanda, j'ai fermé. Je me suis entièrement restructuré. J'ai fait un gros travail de restructuring depuis un an et demi pour me concentrer vraiment sur les Tu fermes sur parce que les enfin, t'arrêtes quoi en fait. Tu as pas de dépôt de alors bilan, non? non, je ferme parce que je fais, En fait, t'essayes. exactement, j'essaye. Maintenant, je me restructure. Par exemple, tu vois, tu as Shirvan qui est une marque, super parce qu'on fait toute la cuisine de la route de la soie, Afrique du Nord, Iran, Syrie et ça monte jusqu'en Inde. Donc ce concept marche vachement bien avec Ouais, le la Shervan clientèle Métis Café, orient. c'est magnifique, hein, c'est Voilà. magnifique, ouais, ouais. Et celui-ci, bah, on va l'ouvrir, à Doha. Mmh. Ensuite, tu vois, bah, j'ai fait le concept de burger. Pourquoi le burger? Parce que je crois, je sais pas, hein, peut-être, je le dis comme ça, mais moi, je dirais que la tendance de demain, ça sera du meilleur street food, mais des trucs top, tu vois? Et qui soient tenus par les chefs. Parce que je pense que le consommateur aujourd'hui, même celui qui a un ticket moyen, pas très élevé, est quand même conscient de ce qu'il, de comment il doit se nourrir demain. Et je pense que c'est à nous d'apporter ces solutions-là en montant des concepts hyper sympas, cool, qui parlent à tout le monde. Et voilà, donc on a ouvert un à Orly, un autre à Istanbul. Et puis bah après, voilà, il y a le restaurant Akram, il y a un atelier Vivanda qui est rue du Cherche-Midi. Et puis voilà. Mais quand tu ouvres Manille ou Doha ou Istanbul, enfin, qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi j'ai pas un Akram à New York et à Londres ou Non, alors le restaurant, tu sais, le restaurant Akram, pour moi, c'est le côté exclusif. Il faut qu'il y en ait qu'un. enfin, Akram ou Atelier Vivanda Ouais. Atelier Vivanda, c'est des concepts beaucoup plus faciles. pourquoi ces villes-là? C'est des villes quand même qui sont. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour aller à Bakou ou alors peut-être pas Istanbul, mais c'est compliqué parce qu'il faut que tu ailles. Au début, il faut que tu ailles souvent, il faut que tu montes Non, mais l'équipe. justement, Comment tu fais ça en fait? Comment tu montes? Comment tu finances? alors c'est eux qui viennent me chercher, donc du coup, c'est des contrats de licence. D'accord. Et en fait, on a fait un peu comme tous les licenciés, c'est-à-dire que nous, on leur vend, ce qu'on appelle un savoir-faire. On Hmm. place des gens là-bas que nous recrutons et qui par la suite, avec mes chefs ici, en fait, ils vont là-bas 4 fois par an pour surveiller, pour voir, pour aussi changer la carte. Et puis maintenant, quand même, tu vois, avec, tout ce Internet, qui ouais. est, internet, numérique et tout, c'est quand même plus facile, hein, tu vois? Donc, Hmm. on a par exemple dans nos cuisines, tous des iPads et quand ils font des conf calls, des fois l'après-midi, par exemple ici, ils se font des conf calls et puis ils font les recettes en même temps, tu vois? Comme ça, ils lui montrent comment il fait et derrière, il fait la même chose. C'est assez simple maintenant, plus qu'avant, tu Mais vois? c'est-à-dire que toi, ton job, il est vraiment dans ton restaurant. Tu bouges quasiment pas. Mais je bouge moins qu'avant. Voilà, je bouge encore parce que les voyages, tu sais, c'est la connaissance. Les Hmm. voyages, ça te nourrit Ah et oui. moi, j'ai besoin aussi de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pour les équipes aussi là-bas sur place, tu vois? Donc je me fais maintenant, ouais, peut-être 4-5 voyages par an, tu vois, où j'essaie de tout rationaliser. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, si tu veux, avec le confinement et tout, je pense qu'on est tous revenus à des choses beaucoup plus mesurées. Je crois que ça nous a tous. Il y a eu une prise de conscience. Quand tu voyages, tu te fais systématiquement des restaurants top ou tu peux te faire. J'adore les restaurants, surtout les restaurants. Comment je dirais, moi, ce que j'aime, si tu veux, par-dessus tout, c'est les restaurants qui sont de la ville. Tu vois, des restaurants du pays. J'aime pas trop les grands restaurants. Toujours, on veut me faire plaisir. Dans les grands je ne veux surtout pas. Moi, ce que je veux manger, c'est la tradition, tu vois, Ouais. pour comprendre. Et c'est comme ça. En fait, quand on voyage dans des pays, quand on veut ouvrir des restaurants, j'explique toujours à mes équipes, c'est pas nous qu'il faut qu'ils nous comprennent, c'est nous, il faut qu'on les comprenne. C'est différent. C'est-à-dire qu'il faut aller chez eux, il faut aller dans des familles, manger ce qu'ils mangent, comprendre un peu leur goût, pour qu'après, derrière, bah, tu es plus proche un petit peu de savoir de comment ils consomment, tu vois. Par exemple, nous, on est très individualiste, on mange notre plat, on commande une entrée, un plat, un dessert. Tu as beaucoup de pays aujourd'hui, enfin, ça n'a jamais été comme ça et ça ne sera jamais. Pour eux, c'est de prendre au milieu de la table et c'est de manger ensemble. C'est le Les chef mésés, quoi, les mésés. exactement. Donc tout ça, voilà,
Donc si toi t'arrives et tu dis, bah non, c'est comme ça, bah non, ça marche pas comme ça. Mais en plus, je sais pas toi, hein, la restauration dans les voyages, c'est vachement important. Tu vas dire dans Oui, un pays, je suis allé là-bas, on mange bien, quoi. Tu sais que quand tu vas aller, je sais pas moi, au Liban, en Grèce ou aux États-Unis, tu vas pas manger de la même façon. Aux oui, États-Unis, où tu mets le prix, tu manges bien. En Grèce, n'importe où. En Italie, tu vas quasiment manger bien n'importe où, quoi. ouais, c'est vrai, absolument. Alors en Italie, pourquoi on mange bien? Parce que justement, ils ont cette cuisine qui est simple, Mhm. mais c'est toujours bon. Et l'Italie, pour moi, Ils c'est magnifient le vraiment produit aussi. Ils magnifient. magnifique produit. Ils sont vachement proches de leur terre, ils sont vachement proches de tout le phénomène et le mouvement slow food, Mhm. c'est eux, hein. Donc ils ont toujours été très attachés à leur culture. Quand ils font par exemple les pots de sauce tomate ou les pots de tomates séchées, ils font ça. C'est un village qui se met tous à cueillir les tomates. Ils le font en famille, tu vois. Mhm. C'est L'huile c'est voilà, d'olive, ouais. voilà, voilà, tu prends une focaccia avec un peu d'ail, un peu d'huile, une bonne huile d'olive et des tomates séchées, un peu d'anchois dessus. Tu manges ça, c'est juste Ah délicieux, tu ben vois. moi quand j'allais à Rome, il y a ce qu'on appelle la bruschetta. Tu prenais le pain, tu frottais de l'ail, de l'huile d'olive et Ouais, tu le mettais au barbecue. ouais, Et ça c'est ça. brûle. Ça suffit, s'il n'y a rien d'autre, quoi. Tu te régales, quoi. Tu te Non, régales. mais c'est Est-ce, formidable. est-ce que ta cuisine, que ça soit tes origines à Oran ou à Tours, est-ce que ta cuisine, elle a une influence, comment on dit, Tourangeau? Ouais, Tourangeau. Tourangeau ou Non, algérienne, ou est-ce que pas métissée, du en tout. fait? Non, pas du tout. Alors, au Shirvan, oui, Hmm. mais Shirvan, je dis toujours, c'est plus une cuisine d'un enfant du monde qui a voyagé et qui a amené avec lui plein de choses pour vous faire voyager. Après, sur le restaurant Akram, pas du tout. C'est vraiment la cuisine, c'est la maison mère tout Hmm. d'abord, et c'est là où en fait je crée tous mes plats. Donc c'est une cuisine qui est beaucoup plus identitaire, qui va aller au plus proche du produit, avec des mélanges de saveurs, avec justesse des cuissons, mais avec ce côté punchy, tu vois, très marqué. C'est ça que j'aime. Maintenant, je pense que petit à petit, je sais pas pourquoi, je pense que je vais peut-être intégrer dans ma façon de faire un peu plus ce que je connais en termes, tu vois, d'épices et de saveurs, tu vois, que je faisais pas avant. Peut-être que maintenant je vais le faire, tu vois. Tu vois, par exemple, la fleur d'oranger, moi j'adore Ah ça. oui. Tu vois, par exemple, le cumin, j'adore ça. Le ras al hanout, j'adore ça. Il y a des choses, des fois, on les maîtrise pas. Quand on met, ça change totalement un plat, tu vois. Et quand tu rentres dans un resto à Paris ou peu importe la ville, tu te détends ou tu regardes systématiquement la déco, comment c'est. Bon, non, moi je suis plus là pour passer un bon moment, mais ça, je l'ai fait. Avant, je le faisais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 29, 30 ans. Tu vois, j'allais voir tout, j'essayais de comprendre, machin. Moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, voilà, c'est quand je vais dans un restaurant, c'est de passer un bon moment avec mes amis. Et tu vois, cette vie sociale, en fait, m'a permis aussi de changer envers moi-même. C'est aussi de mieux comprendre le client, ce qu'il attendait chez nous quand ils viennent dans nos restaurants. Parce que souvent, quand on est chef, si tu veux, on est souvent dans ces établissements, mais on sort très peu entre amis dans des restaurants, tu vois, juste normal, tu vois. Et le fait de faire ça maintenant, eh ben, ça me permet de mieux comprendre ce que le client, l'attente du client quand il vient chez nous. Et c'est hyper intéressant. Moi, dans ma période de restauration, parce que je travaille quasiment tous les soirs, surtout Ouais, l'été, quand tu travailles pas, c'est pour rester chez toi. Et quand tu ouais, restes chez toi, tu as l'impression que c'est le réveillon parce que t'es tellement peu chez toi que tu te dis, ouais, absolument. c'est le Ouais, ouais, réveillon, quoi. Déjà. ouais, Et moi, c'est vrai que alors, à un moment, on allait tous les mardis soirs faire un restaurant différent pour comprendre comment c'est fait, les accompagnements, pour voir un peu, pour observer, pour être dans le move, en fait. Mais être dans le move, je l'observe. Toi, tu le crées. C'est pas la même chose, quoi. Toi, tu peux ouais. pas observer. Il faut que tu crées. Il faut que tu sois. Tu sais, j'ai mon iPad avec moi tout le temps, Hmm. et je décide tout le temps. En fait, dans ma tête, ça n'arrête jamais toute la journée et même le soir. Je n'arrête jamais de penser, en fait. J'arrête jamais. Tu vois, et j'adore ça parce que du coup, ben, l'inspiration, on me dit souvent d'où vient ton inspiration. Mais mon inspiration, elle vient de partout. Elle est partout autour de nous, en fait. Hmm. Regarder avec des yeux beaucoup plus grands, tu vois. Et c'est là où, en fait, où tu te rends compte que
Mais il y a des choses extraordinaires quand même, hein. Enfin, c'est fascinant. Des fois, par exemple, tu vas avec ton pêcheur en mer, il va pêcher, tu passes un bon moment, tu rentres, et là, tu dis, putain, ça m'a inspiré un truc, tu vois, parce que c'était ce moment-là. Les Eh oui. moments plein d'inspiration que tu amènes avec toi. Je vais te poser quelques questions un peu plus rapides. Oui, D'abord, est-ce que avec tes enfants, tu peux te faire un McDo ou une pizza? absolument. Hmm. Oui. Enfin, je veux dire, tu connais le goût, par exemple, d'un sandwich triangle, tu es à la gare de Lyon, tu es à la Bourg. Ah, mais il faut tout goûter. Non, mais moi, mais il faut tout goûter. Un cuisinier, c'est d'être Non, mais curieux. qu'est-ce que ça fait si tu as un journaliste qui te chope au relais H en train de prendre un sandwich triangle et il fait une photo, ça fait quoi? Bah, je sais pas, en fait, elle pourrait, ben, ouais, au Ok, contraire, ça fait de la bonne elle pub pourrait dire, pour Sodebo, hein? ouais, ouais, ou en même temps, se dire qu'en fait, c'est un mec normal, quoi, tu vois, Ouais, ouais, c'est sûr. C'est quoi le dernier repas qui t'a marqué ou récemment? chez ma mère. Non, non, là, c'était facile. Le dernier repas que j'ai fait qui m'a marqué, Mhm. c'était au Japon. J'étais à Kyoto et j'ai mangé dans un des meilleurs restaurants de sushi qui était juste extraordinaire, tu vois. C'était d'une précision, mais juste hallucinante, tu vois. Mhm. Et voilà. Tu as, tu as un plat de ton enfance? Oui, la Quelque chose, vermicelle au lait les de ma vermicelles au lait de ta voilà, la maman. soupe de T'adores vermicelle. ça? C'est pas j'adore, je craque pour ça. Et d'ailleurs, je fais un plat comme ça en hiver quand il y a la truffe, blanche d'Alba Mhm. et en son hommage, c'est-à-dire que c'est la vermicelle au lait à truffe blanche. Tu me donnes la recette de la vermicelle au lait, je la noterai et tu me l'envoies par mail? Quand tu veux, Ah il y a oui, pas de franchement, ouais, ouais. Bah, ah tu sais, ouais, moi, j'adore les plats un peu traditionnels, mais même les plats d'enfants. Moi, la floraline, j'adore ça, par exemple, tu vois. c'est délicieux. Ah oui, Ah, c'est avec un peu de beurre, tout simplement. Ah, moi, je me régale. Est-ce que dans la vie, Akram, est-ce que ton charisme, ta façon de parler, ton bagou t'a aidé? Quand tu vas voir Thierry Poidras pour qu'il t'embauche, ou même un peu juste un peu avant le routier, où tu dis maman, maman, et ça y est, il m'a pris. À un moment, bon, au début, tu n'as rien montré, c'est juste quelque chose, mais tu as une façon de parler qui fait que. Enfin, tu es commercial quand même. Tu as un côté commercial. Est-ce que alors, tu as un ouais, super produit, hein, tu vends pas du vent, tu as un super produit, mais est-ce que ça t'a aidé dans la vie, tout ça? c'est pas alors le bagou, je dirais pas ça, c'est de l'assurance, être sûr de soi. Pas sûr de soi, avoir confiance en soi, pardon. Mhm. C'est surtout ça. Tu sais, il faut pas avoir peur de dire ce que tu fais, pas avoir peur de dire ce que tu as loupé, pas avoir peur de dire ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi. Faut pas dire voilà, je suis Superman, j'ai tout réussi dans ma vie. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Tu vois, il y a des trucs que je rate, il y a des trucs que je gagne, il y a des trucs que, enfin, la vie est comme ça, tu vois. Après le bagou, oui, il faut en avoir parce que quand on fait un métier de restauration, c'est un métier humain. Et quand tu es encore plus, c'est-à-dire leader de tes équipes, tu dois être devant eux. Et dans des moments des fois même difficiles, il faut leur dire la situation, tu vois. Et ça, c'est personne qui peut le faire à ta place. Et je dis souvent cette phrase qui dit que la réussite est collective, mais que la défaite est orpheline. Eh oui, C'est vrai, tu c'est vois? Donc juste. c'est qui va prendre? Je vais pas envoyer quelqu'un qui va parler à ma place. Non, tu fais face à tes responsabilités, t'en parles directement à tout le monde. Après, il y a peut-être des choses que ça leur plaît pas, mais au moins tu leur dis, tu les avertis. Et quand moi je me vends, par exemple, quand je parle de mon métier, quand je parle de mon travail, quand je parle de mes restaurants, c'est pas pour dire: «Ah, regardez, on est les meilleurs du monde», machin. Non, pas du tout. C'est juste pour dire qu'en fait, que moi ce que j'ai pu faire, bah, tout le monde peut le faire et puis il faut le faire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir de l'audace et dans la vie, on te donne à rien. Il faut pas attendre qu'on te donne. Il faut aller le chercher. C'est comme ça Faut marche comme ça. décider. Faut décider. Tu vois, Mhm. tout à l'heure, j'étais dehors, j'étais en train de placer mes tables et tout ça pour voir pour l'ouverture là, de mercredi. Il y a une dame qui est passée, elle m'a déposé son CV. Enfin, c'est génial pour venir travailler, tu vois. Et c'est une Italienne. euh, et j'ai trouvé, je lui dis, mais vous pouvez commencer quand? Hier. Tu vois, j'adore les trucs comme ça, dans la rue. Enfin, c'est génial, tu vois. Et ben ça, voilà, moi je me dis que il y a du monde comme ça qui vont, qui, qui n'attendent pas en fait. Il faut y aller, tu vois. Et c'est stimulant, c'est hyper intéressant, c'est super important aussi, tu vois, de le faire. Et puis voilà. Et puis après voilà, faut pas avoir peur
oui, de se défendre. Et puis, comme tu dis tout à l'heure, il faut avoir confiance en soi pour d'abord rassurer ceux qui te parlent autour de toi et pour dire, bah voilà, vous pouvez compter sur moi, tu vois. Moi, j'ai pas honte de dire ce qui va ou ce qui va pas, tu vois. C'est ça, c'est surtout ça. Le plus gros problème, c'est que des fois, on a toujours peur de dire, ah, j'ai pas réussi. Et moi, quand j'ai pas réussi. C'est tout, c'est comme ça. Après, j'ai pas T'as réussi, appris. mais j'ai appris. Et du coup, derrière, quand je vais faire un truc, je le fais différemment. Mais c'est comme ça. Il y a celui qui te dit qui est arrivé tout de suite comme ça. Non, c'est pas vrai. Il a dû d'abord passer par beaucoup de moments difficiles dans sa vie, dans sa carrière. Mais le fait qu'il n'ait jamais renoncé, la persévérance, paye. Ça paye un jour, tu vois. Qu'est-ce qui t'énerve ou qu'est-ce qui te débecte dans la vie? Écoute, moi, la négativité, voilà. Pour moi, c'est pas compatible avec mon caractère en fait, tout simplement. Je suis trop, enfin, moi, je suis toujours joyeux, je me prends pas la tête, je veux pas rentrer dans ce système à broyer du noir, machin. Alors, quand on t'explique tes problèmes, ça c'est une chose. Mais en revanche, quand tu vois, toujours négatif, oui, mais oui, en fait, il y a un moment donné, faut juste regarder autour de soi et se dire, bah, finalement, c'est beau autour de moi. Tu vois, c'est pas mal. Je mange 2 fois par jour. Je vais bien. Enfin, tu vois, la vie, et moi, je sais de quoi je parle parce que moi, je viens de rien. Et je vais te dire, j'ai encore ma famille qui habite à Tlemcen. Ils ont rien. Ils vivent dans une maison. C'est juste du parpaing. Tu vois, ils ont une cour. Quand je vais chez eux, je leur dis, qu'est-ce que vous avez besoin? Ils me disent, on a besoin de rien. On a tout ce qu'il faut. Tu vois, ce mot, je suis allé en Inde, c'est pareil. Tu vois des gens, ils n'ont rien et tout ça, pour moi, en fait, j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. Donc forcément, moi, j'émane beaucoup cette énergie que je donne aux autres, mais j'aime pas la négativité tout le temps, tu vois. D'abord, c'est le Non. système économique chez nous qui fait que manger, c'est pas suffisant. On veut un téléphone, on veut une PlayStation, on veut ce que tu veux. Moi, j'ai beaucoup voyagé, surtout en Asie, par exemple. En Asie, ils ont juste besoin de manger. Quand je discute avec un Vietnamien qui me dit, vous savez, vous, en France, vous pouvez pas manger de la viande tous les jours. Moi, je mange de la viande tous les jours. Je mange des légumes tous les jours. Je mange des fruits tous les jours. Et c'est sûr Euh, qu'alors, par contre, il a peut-être pas les moyens d'acheter le super téléphone, le super iPhone, mais sa joie de vivre, son cadre de vie, il est pas sur l'économie. C'est pas les mêmes visions. On n'a pas le même but dans la vie, quoi. Voilà. ouais, absolument. Ouais, Et tu devrais écouter un épisode que j'ai fait, je crois que c'est le troisième, avec Philippe Gabillier. Et c'est un chercheur sur l'optimisme et sur la chance. ah, alors je vais l'écouter. Ouais. Ouais, et il dit, pour avoir de la chance dans la vie, il faut être déjà une chance pour les autres. Et c'est très vrai, hein. Ah, eh ben, je vais la garder celle-là. Ouais. Je t'enverrai l'épisode Si par tu me mail. permets, je vais appliquer Ah, mais celle-là. avec plaisir. Ça, c'est une belle phrase pour la team, ça, tiens. Juste encore deux, trois questions. Est-ce que tu as des aliments que tu détestes aussi? Détester, non, Ah, parce que des voilà, abats ou des choses. tout ce qui est ouais, la cervelle et tout ça, tu vois, plus Ouais. ça. Ouais, il y Ouais. a a priori aussi. Non, même pas, c'est que il y a des goûts, des fois, j'arrive pas. Par exemple, la cervelle de veau, j'adore. Hmm. Cervelle d'agneau, pardon, j'adore. Tout ce qui est abat trop fort, non, j'arrive pas. Quand tu vois l'entretien qu'on vient d'avoir et quand tu entends parler de toi, quand tu vois tout ce qu'il y a sur les magazines, les podcasts, les émissions, tu te dis c'est moi. Enfin, tu réalises quoi. Tu te dis c'est moi. J'ai 38 ans. J'ai. Est-ce que. Non, je me dis une phrase, souvent, Alors, je je me sais que dis, tu es très humble, hein, mais. non, non, mais je suis content, mais je me dis pas que j'ai réussi, tu vois. Hmm. C'est toujours nourrir les plus grandes ambitions, mais jamais oublier d'où l'on vient. Cette phrase est très vraie parce que voilà, tu vois, je prends conscience de la chance que j'ai, tu Hmm. vois, mais en même temps, je vais être plus vecteur de messages et vecteur d'optimisme et vecteur de transmission et de me dire, ben, j'ai la chance de pouvoir avoir la parole. Peut-être que j'ai plus d'aisance à parler de ce que je fais, plus d'aisance à dire ce que je pense que d'autres, mais peut-être que ces gens-là qui m'écoutent bah, vont peut-être avoir, tu vois, bah, l'agnac, ça va peut-être leur révéler autre chose, et puis peut-être un jour, je vais croiser quelqu'un qui va me dire c'est grâce à vous, tu vois, et ça, enfin, c'est génial, quoi. Ça, je crois qu'il n'y a pas meilleure, plus belle reconnaissance. À la maison, tu cuisines? Oui, beaucoup. Ouais, ouais, je cuisine beaucoup. Alors, en plus de ça, pendant justement le confinement, j'ai cuisiné Hmm. tous les jours, Mais et tu je peux peux te dire, faire un plat de pâtes tout simple avec de l'huile d'olive, tout ça, ouais, ouais. ouais, plat de pâtes tout simple, ou même Ou des une fois, omelette, ouais, je vois, ouais. une omelette, tu vois, je veux dire, j'ai pas de
J'ai pas de plats compliqués à faire. Moi, j'aime les choses simples. Même Mmh. tu sais, un bon plateau de fromage avec un bon verre de vin, Ah c'est oui, génial, tu vois. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre? c'est Tu vrai, vois? c'est vrai, C'est c'est top. vrai. Top Chef, tout ça, tout ce genre d'émission, on t'a proposé, ça t'a gonflé, ça te gonfle, Oui, oui, oui. Non, 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 non. Moi, je trouve écoute, c'est très, très bien parce que je pense que ça peut être un Mmh. bon tremplin pour beaucoup de ces chefs. Après, je pense que la chose, c'est-à-dire que, il faut qu'ils saisissent cette chance-là pour, pouvoir, vraiment, comment dire? Travailler dessus, je pense que c'est une bonne école pour, ça accélère ta carrière en gros, hein, tu Mmh. vois? Mais après, ce qu'il faut, c'est prendre du recul là-dessus et se dire: «Bah, ouais, mais maintenant que j'ai fait la télé, maintenant il faut que je monte dans un établissement ce que j'ai dans mes tripes», tu vois? Mmh. Parce qu'après c'est une 2e phase, parce que les gens le problème de ça, c'est que derrière les gens ils t'attendent, tu vois? Ils seront là au tournant. Forcément, bah, il faut que ce que tu incarnes devant un écran, ça soit la même que ce que tu es chez toi dans ton établissement. Avant-dernière question, la 3e étoile, c'est possible? J'aimerais bien un jour, tu sais, Mmh. comme grand chef, tu sais, j'aimerais un jour, tu vois, pour beaucoup de chefs qui ont 3 étoiles, ce que j'ai pu remarquer, c'est que vraiment, ils ont eu un parcours, mais surtout, tu vois, ils ont surtout été, amenés là-bas grâce à leurs équipes aussi, tu vois? Ah oui, C'est et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les équipes, ils y sont pour la victoire est beaucoup. collective, tu l'as dit. Victoire est collective, Mmh. quoi qu'on dise, tu vois? C'est pas seul, en fait et c'est ça, c'est d'amener, tes équipes à leur dire: «Bah, voilà, moi, mon objectif, c'est ça. Est-ce que vous voulez venir avec moi ou pas?» Et par contre, ils savent que s'ils arrivent, bah, demain, ce sera tous ensemble. Mais j'aimerais bien un jour, oui, 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 absolument. Après on verra, tu vois? Moi, j'ai déménagé de la rue Lauriston, j'ai perdu une étoile. Ils m'ont remis une étoile dans la rue, Tronchet, place de la Madeleine. Maintenant, on retravaille pour avoir la 2e et puis voilà, tu vois? C'est il y a dans la vie, tu sais, les étoiles, c'est pour ça que je te disais, il faut les voir plus, comme une récompense à ton travail, mais il faut pas que tu fasses ton travail en fonction de ça. Il faut le faire pour tes clients parce que tu te sens bien à le faire parce que tu te sens comme ça de le faire, tu vois? T'aimes, c'est comme, tu vois, les danseuses et les danseurs étoiles, tu vois? Tu là, tu veux faire rêver les gens, tu vois? Donc si tu veux faire rêver les gens, oui, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, ça demande beaucoup de travail, mais tu le fais parce que ça te plaît de le faire, tu vois? Tu le fais pas pour, dire: «Ah, ça y est, mais j'ai tout fait pour les avoir». En fait, bah oui, mais en fait, on le devient, je crois, avec le temps, comme ça. Tu sais, tu le fais d'une manière naturelle. Tu le fais comme d'une certaine aisance. Si tu es le meilleur chanteur d'opéra, tu seras le meilleur chanteur d'opéra, tu vois? C'est comme ça. C'est très, très beau ce que tu fais. Tu as écrit 2 livres, dont un édité par, Alain Ducasse. Je mettrai les liens sur le site et des photos magnifiques, une maîtrise visuelle énorme. Franchement, ils sont très, très beaux. Je les ai feuilletés, ils sont magnifiques et je mettrai toutes les adresses des restaurants et cetera sur le podcast dans les notes. Alors, dernière question, le podcast s'appelle La Combinaison. Je voudrais savoir, Akram, c'est quoi le truc, la clé ou la combinaison pour devenir le chef Akram? Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion ou le tout? Alors le tout ensemble et tu rajoutes, beaucoup, beaucoup de générosité. C'est vrai? Ok. Voilà et tu fais un milkshake de tout ça. Non, Akram, on n'a pas mangé ensemble, mais je me suis régalé quand même. Tu vois, comme quoi, bah, vraiment, j'aurais adoré. J'espère qu'on en fera un à table et on pourra faire je, un podcast à table. Pourquoi je pas? te promets que je montrerai. Juste une chose, il me faut absolument la recette du vermicelle au lait. T'inquiète pas, je te promets, je te l'enverrai. Allez, je te remercie, Akram, c'était un super moment. Merci beaucoup. Merci à toi, Fred. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job.
Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.